Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Salut Joe. Salut Ben! Quoi de neuf? Des bons films cette semaine. Ouais. De très bons films cette semaine, encore une fois. On est choyé par la vie. Moi, j'ai des excellents films cette semaine pour vrai. Là. C'est vrai, remarquable. Ouais? Excellent. J'en ai un gros qui est vraiment bon. Très surprenant. D'autres qui sont... j'ai une grosse trilogie à te parler. Quand même une bonne trilogie là, que j'aime depuis que je suis tout jeune. C'est pas une nouvelle trilogie, là. Mais c'est des films que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Puis c'était rafraîchissant de réécouter cette trilogie-là. Puis j'ai une série aussi. Une série originale Disney Plus à jaser tantôt. J'espère que t'as hâte. Je suis très fébrile. Là. Je suis excité. Fait que, on peut rentrer dans... Parle-moi de toi. Qu'est-ce qui se passe? Moi? Ouais. Rien. Je pense que tu as reçu un coffret Bergman récemment. J'ai reçu mon coffret Bergman, puis j'ai commencé mon aventure Bergman. Je pense qu'on va débuter avec ça, justement. OK, d'abord, on débute en force. Qui va être une aventure sur plusieurs mois. Parce que c'est beaucoup de films, puis c'est dense. Ouais, c'est gros de films, ouais. C'est une quarantaine de films. Puis Bergman, c'est pas de tout repos non plus. Hein? C'est pas de tout repos. C'est peut-être le plus grand cinéaste. On peut pas écouter 2-3 films un à la suite de l'autre. Non, puis même le jour au lendemain, même temps, aujourd'hui puis demain, je regarderai pas 2 films de Bergman en 2 soirs parce que faut que tu gères le film, puis c'est difficile. Fait que c'est ça. Puis j'ai commencé mon aventure. Je t'envie pas. Non, mais tu sais, ça reste quand même, c'est peut-être le plus grand cinéaste qui existe sur la Terre. Puis, qui n'existe plus, qui est mort, là, mais c'est ça. Je veux dire, ces films existent encore. C'est ça. C'est un talent caché que tout le monde connaît. Ben, pas tout le monde connaît ça. Pas tout le monde. En tout cas. Tous les grands cinéphiles. Si vous n'avez pas vu de Bergman encore, allez-y. Il faut. C'est important. Oui. Fait que c'est ça, j'ai commencé mon aventure avec Summer with Monica, qui est un film de 1953. Jamais vu. Ben, c'est rare que je dis ça, mais jamais vu. C'est un excellent film. C'est vraiment très, très, très bon. C'est un classique qui est renommé. Puis avec ça, j'ai regardé un autre film jumeau que là, je vais te demander de deviner. Parce que je sais que tu as vu l'autre film. Fait que quand j'ai vu le synopsis de Summer with Monica, je me suis dit, hey, c'est exactement comme l'autre film. Ouais, OK. Je vais t'expliquer. Mon été avec Monica, OK, ouais. C'est un été sans point de coup sûr. C'est pas vrai. C'était pas une bonne blague. Une petite blague, Ben. Non. OK. J'adore ça. Dans le fond, Summer with Monica, c'est un film où c'est 2 jeunes en Suède qui vivent une vie un peu minable. La fille, elle se fait battre par son père, puis elle est comme pas trop heureuse. Puis le gars, il vit une job de cul, puis c'est pas le fun de sa vie. Fait que là, les deux, ils ont quand même une passion amoureuse. Puis ils sont comme, hey, on va juste fuir la société. Fait qu'ils s'en vont, ils fuient vers un île en bateau. Puis ils décident de camper là, tu sais, puis ils font leur vie là. Puis le lagon bleu! Non. Non. OK, continue. Puis là, c'est ça. Là, ils vivent leur passion amoureuse, puis tout. Mais tu sais, comme c'est 2 jeunes, puis ça peut juste dégénérer. Puis quand t'as l'amour profond, qui est pas si profond que ça, parce que c'est juste comme la passion... Ben, tu sais, comment je dirais ça? Pour un film de 1953, t'as une énorme tension sexuelle. Puis je suis comme, oh fuck, c'est vraiment bizarre de voir ça pour cette époque-là. Là. Mais je pense parce que c'est Harriet Anderson qui jouait le personnage principal, puis Bergman, il avait comme un œil pour elle, puis ça paraît dans sa caméra. Ah ouais, t'as ouais. Fait que c'est ça. Puis, Bergman, on se calme? Ben, c'est l'autre époque. Hein. Ouais. C'est ça. Puis, non, c'est ça. Puis là, tu sais, avec l'amour qui se crée entre les 2 personnes, ben, tu sais, ça vient des responsabilités aussi. Tu sais, elle tombe enceinte, puis là, ça se met à dégénérer parce que tu as 2 jeunes personnes qui sont pas nécessairement prêtes à ça, puis ça peut juste mal virer, puis c'est un peu ça le film. Tu sais. OK. Grand film, c'est ça. Grosse tension sexuelle. Jusque-là, puis... ça me dit pas grand-chose. OK. Je pense à Haven. Non. Un film avec Orlando Bloom, mais c'est pas... parce qu'il s'enfuit, c'est 2 amoureux qui s'enfuient. Non, OK, mais... OK. Veux-tu que j'enchaîne tout de suite sur mon deuxième film ou je te donne un indice? Vas-y donc. Donne-moi un indice, voir. C'est un réalisateur qui a sorti un film dans les dernières semaines que j'aime vraiment beaucoup.
OK? Moonrise Kingdom. C'est vrai? T'as déjà vu? Ben oui, j'ai déjà vu. Mais tu sais, Moonrise Kingdom. Ouais. Ça ressemble à... Je me rappelle plus tant, par exemple. Mais tu sais, Moonrise Kingdom, c'est un scout qui est comme orphelin, puis Ouais. qui est pas content. Puis il est amoureux d'une fille, puis là, ils s'en vont en cachette, ils vont sur une île, tu sais. T'as des OK. plans qui sont vraiment Ouais. semblables, qui font une référence, puis c'est la Ah, même ben chose, ouais, tu sais. ben. Faut le savoir, quand même. Sauf Faut que, le tu sais, savoir. ben moi, ben, c'est sûr que je suis un méga fan de Wes Anderson, puis Ouais, t'es un capoté sur la tête, Ben. On va se le dire, là. T'adores Wes Anderson. J'espère que t'as été voir The French Dispatch. non, pas encore. Non. Mais ça, j'ai hâte, là, j'ai hâte. Je connaissais la réponse déjà, mais je voulais juste tourner le couteau dans le plaie. Mais je l'ai pas vu non plus, mais ça a l'air super bon. Les critiques sont bonnes. Ouais, ça a l'air beau aussi, puis ça a l'air... Comme pour toutes les Wes Anderson, dans le fond. Là. Ouais. Puis ça a l'air du Wes Anderson, genre, c'est stéroïde en plus. Comme tu assume vraiment qui est, puis son style encore plus. Mm-hmm. Okay. Ouais. Mais Moonrise Kingdom, OK. Mais tu l'as vu, tu l'as vu, là. Ouais, je l'ai vu, mais ça fait un bout, là, quand même. Je l'avais vu quand il a joué à TV un moment donné, puis je pense qu'on l'avait vu au cégep, dans un cours. Moi, un petit peu, des bouts. Un peu, hein, ouais, mais je l'avais réécouté par la suite pour écouter, parce que ça m'avait donné le goût de l'écouter. Mais c'est un très bon film. C'est pas mon meilleur de Wes Anderson, hein, je dois te l'avouer, mais ça vaut la peine sobre, je trouve, dans son histoire. Il est plus sobre dans son histoire, il est plus comme flat, là, je dis ben sobre, là, tu sais. Ouais. Contrairement à d'autres qui sont plus flamboyants, mais il est vraiment excellent. C'est sûr, si tu passes de Monsieur Fantastic Fox... Ou tu sais, juste, mettons, Royal Tenenbaum, je sais pas si tu l'as vu, là. Ça aussi, j'ai vu comme quelques fois, mais ça fait longtemps. Là. Pour moi, c'est son meilleur, ça. Puis, tu sais, il y a plein de péripéties, puis ça explose de partout. Tandis que là, tu es plus dans des affaires tranquilles, puis c'est deux jeunes qui sont dans leur coin, puis qui s'aiment. Ben, si tu dis justement qu'il a voulu apporter un hommage aussi à Bergman, puis à ce film-là, The Summer with Monica, ben, tu sais, c'est sûr qu'il s'est peut-être écarté aussi de son style un peu plus. Ou que, tu sais, il a quand même conservé son style. Là, quand on regarde le film, c'est ça. On le sait, esthétique, c'est Anderson. Oui, vraiment. Mais peut-être qu'il l'a plus épuré pour justement garder un petit peu plus l'atmosphère de Bergman. Ouais. Puis, c'est ça. Je parle que c'est la même trame un peu de deux jeunes qui fuient un peu la société pour vivre leur passion, mais reste qu'en général, le style est vraiment différent d'un film à l'autre. Oui. Parce que c'est le style de Bergman qui est très froid puis qui est des années 50, tandis que l'autre, c'est coloré quand même si c'est plus flat. Les cinéastes gardent quand même leur propre style. C'est ça. C'est même quand Spielberg fait des remakes, tu sais que je pense au prochain film de Spielberg qui sort en décembre, West Side Story. Ah oui. Le remake de West Side Story, tu sais, oui, il garde l'essence du premier film, il garde le scénario de base, mais tu regardes juste l'annonce, là, c'est clairement un Spielberg, puis ça va être écœurant. J'ai vraiment hâte de voir. Tu sais, je te disais que je n'étais pas... dans le dernier épisode, je te disais que je n'étais pas un grand fan de comédie musicale. Ça chante là, dans West Side Story, mais j'ai fucking hâte de voir le remake de Spielberg parce que je suis un capoté Spielberg. Ben, ça peut juste être spectaculaire aussi. Oui. Oui. Ça va être intéressant. Mais c'est ça, en voulant dire que Bergman il avait son style, puis Wes Anderson, il s'est juste approprié peut-être un peu son histoire pour la trame de son film pour le mettre à son propre goût. Puis tu sais, aussi, il s'éloigne assez à sa façon de l'histoire qui fait que ça rend plus unique aussi en son genre de film. Tu sais, c'est des scouts, c'est des affaires plus pétées qu'on voit chez Anderson que chez Bergman, c'est plus terre à terre. Tu sais, c'est ça. C'est Edward Norton en petit shirt, Bruce Willis et tout. Bill Murray, tout le bon monde qu'on connaît. C'est ça. Fait que c'est deux films que je conseille vraiment. Puis Summer with Monica, c'était une belle découverte. Puis grand chef. Ben, tu vois, je connaissais pas ce film-là. Je te le conseille. Tu vois, mais ça, je connaissais pas. C'est très, très bon. En l'ayant peut-être vu avant Moonrise Kingdom, peut-être que je me serais dit, hey, c'est ce film-là, tu sais. Ah, Bergman, il a copié Wes Anderson, je pense. Peut-être. si je l'avais vu après, j'avais peut-être oublié que c'est dans 1953, puis je me serais dit que, tu sais, Bergman, il n'est pas gêné, copie Wes.
C'est ça. Mais tu sais, la fille est tout nue des fois dans le film, je commence en 53, il me Ouais. semble que c'est audacieux, puis ça a dû choquer. Puis je pense que la promotion aux États-Unis, ça a été beaucoup basé sur le fait que c'est un film érotique. Ah, Peut-être pour l'époque, c'était ça, là, mais ben, ça, c'est ça. ça a sûrement fait beaucoup de gains aussi, là, juste pour ça. Là. Ben, probablement. Parce que Tu sais, c'est un les film hommes à cette suédois. époque-là, c'était bien beau s'ils voyaient le haut d'une cuisse, la barouette, Fait que, ouais. Fait c'est que je vous le écœurant, mais conseille. surtout si tu dis que Bergman il avait un œil sur l'actrice, peut-être qu'il s'est dit Hey, dévoile-toi un peu. Ben, c'est un peu malsain, ben, ou Un probablement peu. que c'est ça. Il est de même derrière sa caméra. Oh yeah. En tout cas, à cette époque-là, c'est ça. On ne peut pas se mettre dans les shirts de personne. Mais comme tu le dis, c'est vrai que dans les années 50, c'était rare qu'on voyait de la nudité là, quand même. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand tu le regardes, Pense, ça fait ouais, pas un vieux film, ça fait comme. Ça coule vraiment bien, puis c'est très moderne dans la réalisation, puis tout. Fait que ça, c'est le fun. j'adore ça. J'adore ça parce que la plupart des gens sont un peu. Ils reculent un peu devant les vieux films, Ouais. vu que ils Ça disent fait Ah, peur c'est un un film petit peu. d'époque, Ouais. c'est mal fait. T'sais. Mais non, en général, c'est mieux fait qu'aujourd'hui même. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on oublie les grands noms là, dans Hollywood ou peu importe sur la Terre, là, les cinéastes. Quand tu fais un film, tu oublies, admettons, que c'est un artiste qui est derrière la caméra. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste par les effets spéciaux, par la technique de numériser le film. Fait que c'est ça qui fait en sorte que le film est beau. Mais Ouais, c'est si, ça. si tu enlèves tout ça, là, tu gardes juste le cinéaste, là, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller loin là, dans le milieu. Il faut vraiment que tu ailles l'œil et le doigté. Il y a Wes Anderson. On revient à Wes Anderson. Mais c'est vrai, tu sais. Ça pour dire que dans les années 50, il n'y avait pas toute la numérisation qu'on a aujourd'hui, puis les effets spéciaux, puis les caméras aussi, 4K. Je pense qu'on est rendu au 8K là, à cette heure. Mais tu sais, à cette époque-là, il fallait juste que tu sois un artiste. Ouais, fallait que tu sois. Fallait que tu penses, Bergman. c'est ça. Bergman. Mais tu sais, Wes Anderson fait ça, tu sais, dans Grand Budapest Hotel, à un moment donné, il voulait filmer une genre de poursuite en sled, là, Ouais. en luge. Puis il s'est dit, ben, j'ai pas l'argent pour faire ça, comment je vais le faire? Mais Je l'ai non, fait en stop motion, puis c'était écœurant. ça, c'était écœurant, C'est ouais. plus efficace encore que s'il l'avait fait Mais pour vrai, tu sais. mais en même temps, c'est le style aussi de Wes Anderson. Ouais, c'est ça. Tu verrais Spielberg faire ça. Oh, Pas ouais. sûr que les gens diraient Ouais, c'est du Spielberg, ouais, on connaît ça. Mais en même Ouais. temps, Spielberg est peut-être plus doué pour ramasser plus de fonds pour ses films. Mais en même temps, Ben, c'est quand même Wes Anderson. c'est ça. Ouais. En tout cas, on dit que ça. Fait que c'est OK, ça, bien mes films heureux. jumeaux. Mes films jumeaux, Ben, ouais. les conseils. Ben, écoute, c'était. Toi, tu conseillerais les deux, là. Ah oui, vraiment. Vraiment. Mais tu conseilles-tu, admettons, d'écouter l'un avant l'autre? Admettons, quelqu'un veut se dire Hey, j'écoute les deux ce soir. Ben, Une oui. soirée jumeaux. Moi, je commençais vers Bergman parce que. Ben, je sais pas. J'écouterais pas les deux la même soirée parce que non, mais c'est juste un drôle d'adon Ouais. que ça se ressemble, tu sais. Fait que Ben oui. c'est ça. Mais toi, est-ce que c'est en écoutant Bergman que tu t'es dit Aïe aïe, c'est comme Moonrise Kingdom, je vois une ressemblance, fait que je vais écouter Moonrise Kingdom, ou tu t'avais déjà dit Hey, j'écoute Moonrise Kingdom cette semaine parce qu'il y a un film de Wes Anderson qui est sorti, puis Non, c'est ça. j'ai pas été le voir, puis j'ai hâte de voir du Wes Anderson, fait que je vais écouter Moonrise Kingdom. Non, c'est la première option. J'ai vu ça, j'ai vu le synopsis, je disais c'est Mais- la même chose. Fait que je dis pour comparer puis en jaser, je vais regarder Moonrise Kingdom avec. OK. Pour ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ben. On passe au prochain appel. Excellent. Christy, OK. Ben, je suis bien heureux que tu nous en parles. Fait que je te le conseille. C'est le seul film de Bergman que t'as écouté cette semaine? Oui. On commence par un, puis regarde. Puis c'est un film qui est. Tu sais, Bergman, on Ouais. pense souvent que c'est pas accessible. Tu sais, genre Persona, c'est très difficile à regarder. Ou même. Ouais. En tout cas, l'autre film de Qui joue de la mort, là. Silence, c'était. Ah, je l'ai pas vu. OK. Ouais. Silence, ça m'avait un peu troublé, là. Pas parce que c'est difficile à. Ben, c'est parce que c'est difficile à réfléchir pendant un film comme ça, tu sais. Oui, Tu non, poses c'est des ça. questions, puis t'es C'est comme fuck, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ben, c'est plus des films qu'il faut que tu vives, justement, pas y penser Oui. trop. Tu sais. Non, Tu y c'est penses ça. après. Mais tu sais, c'est pas des films que j'écouterais, mettons, à la fin d'un après-midi, Non. pour que je veux relaxer, tu sais, parce que c'est vraiment des films casse-tête que, il faut que tu penses en regardant ce film-là parce que c'est un bon moment que tu passes
à faire travailler ton esprit, tu sais. Mais justement, Summer with Monica, quand on pense à Bergman, c'est qu'on dit c'est compliqué, mais lui, il est très accessible, puis il est facile à regarder. C'est ça Ouais, qui est mais le comment fun. tu m'expliques l'histoire? C'est comme. On comprend assez bien que c'est une histoire d'amour, de passion, de cul aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Ça sort un peu de la zone de non-confort, si tu veux, entre guillemets, de Bergman, avec Persona. C'est sûr que gars, ça, c'est en 53, Persona, c'est en 60 et 65, je pense, je suis pas sûr, mais en tout cas. Fait que c'est sûr qu'il a peut-être évolué dans son cinéma, Ouais. puis il a commencé en 46, je pense, son premier film. C'était quoi son premier film? C'est Crisis. Je pense que ça s'appelle Crisis. Mais en anglais, mais je sais pas c'est quoi en suédois. Là, mais... La crise. Ouais, c'est ça. En suédois, ça doit être Crisis! Fait que c'est ça pour Right. mes films jumeaux. Hey, qu'est-ce que tu filmes? Moi, tu partes avec mon gros film de la semaine ou tu veux que je parte avec ma trilogie qui est rigolo? Qu'est-ce que tu Je sais que préfères? tu es curieux de voir c'est quoi la trilogie. Ouais, je suis curieux. Mais je sais que Ok, l'autre, je ça va vais être bon, commencer j'ai hâte avec d'en ça. jaser aussi. Mais... Vas-y, trilogie. Pardon? J'ai hâte de jaser de l'autre, ça a l'air bon. Que... Oui, mais j'ai hâte de t'en jaser. Mais je vais y aller plus relax au début. Je vais te parler de la trilogie que j'ai regardée, Benz, que ça faisait un bout que j'avais pas vu. Heure limite. Ah ouais, Rush Hour. 1, 2, 3. Rush Hour. C'est bon? Avec Jackie Chan? Jackie Chan. Tu le sais, je suis un grand fan de Jackie. J'en ai pas souvent parlé, par exemple, dans le pod, mais j'ai déjà fait un volet Jackie. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film de Jackie Chan, puis ça faisait longtemps que j'avais pas vu non plus les Rush Hour. Surtout le troisième, tu sais, que le troisième, j'avais vu au cinéma. Puis, t'es as-tu vu, toi, les trois? Le troisième, il sortait en 2007. Je pourrais pas te dire, j'ai aucune idée. OK. Mais tu sais, c'est quoi? Je sais que c'est deux polices, puis c'est Jackie Chan, puis quelqu'un d'autre. Mais tu as sûrement vu les deux premiers, là. Tu sais, ils ont passé tellement de fois à la télé. Mais peut-être quand j'étais jeune, mais pourquoi je sais pas. Okay. Mais c'est Jackie Chan puis Chris Tucker qu'il n'y a pas eu. Chris Tucker, il est connu par son visage, mais il n'a pas eu une grande carrière comme il aurait peut-être dû avoir. Mais on le voit dans Jackie Brown, c'est lui qui se fait tuer dans le coffre là, par Samuel L. Jackson. OK. Puis Chris Tucker, c'est un flic américain. Il travaille à Los Angeles. Puis Jackie Chan, c'est un policier chinois de Hong Kong. Puis dans le fond, le synopsis du premier film, c'est qu'il y a une petite fille du président de Hong Kong qui s'est fait, président ou homme d'affaires, là, je ne me rappelle plus bien, mais qui s'est fait enlever par des terroristes. Puis Jackie, lui, il était censé protéger cette petite fille-là. Fait qu'il revient de Hong Kong aux États-Unis, puis il veut se mêler de l'affaire. Puis Chris Tucker, c'est un flic qui est un peu ridiculisé dans son département. Fait que le département de police américain, il veut juste se débarrasser de cette affaire-là, avec les Chinois et tout. Fait qu'il envoie Chris Tucker aller travailler avec Jackie Chan parce qu'ils se disent il est pas bon policier, fait que il n'y arrivera rien. Fait que là, c'est les deux font la paire, comme on dit. Ils apprennent à travailler ensemble. Puis au début, ça marche pas, mais c'est le scénario classique de deux flics. Les bons cop, bad cop, là. Un peu, c'est ça. Mais c'est drôle, c'est une bonne comédie policière. Puis le deuxième film, dans le fond, il se retrouve, mais à Hong Kong. Fait que là, c'est une histoire à Hong Kong parce que c'est Chris Tucker qui débarque chez Jackie Chan pour lui dire salut. Il est comme en vacances, mais là, il arrive de quoi? Ouais, vas-y. Chris Tucker, c'est le gars dans le cinquième élément, hein, c'est ça? Oui. Ok, c'est ça, ok. Aussi, ouais. Okay. Il est l'espèce d'animateur du show, là. Ouais, genre d'androgyne, là. Ouais, c'est ça. C'est lui, Chris Tucker. Okay. On le connaît, il a fait beaucoup de rôles, mais il a jamais été comme grandiose, t'sais. Pourtant, c'est un Christy d'acteur. Tu le vois dans Rush Hour, il est super drôle. Il aurait pu être un Eddie Murphy, là, ce gars-là, mais ça a juste pas marché, j'imagine. Mais le deuxième film, c'est ça se passe à Hong Kong. Puis, sincèrement, le deuxième film, c'est mon film d'enfance. Là, genre, je le connais par cœur. Je l'écoutais sans arrêt. Puis, c'est un Christy de bon film. Là. C'est le meilleur de la trilogie, ça, c'est sans aucun doute. Mais comme les scènes d'action, Jackie Chan, c'est du Jackie Chan. Fait que on peut pas contredire Jackie Chan quand il se bat.
c'est exceptionnel, les cascades sont folles, il y a tout le temps comme du grimpage un peu partout. Puis, il y en a qui aiment moins, admettons, qui préfèrent Jet Li à Jackie Chan, parce que Jackie Chan, il est drôle dans sa manière de se battre, puis dans sa manière. Même si c'est une histoire sérieuse qu'il fait, c'est comique de le voir se battre, la façon dont il se bat. Tandis que Jet Li, c'est toujours plus sérieux un peu. Mais pourtant, quand tu regardes les films, c'est à ça que j'ai réfléchi aussi là, en écoutant cette trilogie-là, c'est que j'adore Jet Li aussi. Là. Jet Li, c'est un grand. Puis pourtant, quand tu regardes les films de Jackie Chan, même si c'est pas mal tout le temps des comédies qu'il fait, puis la façon dont il se bat, c'est comique, il rentre partout, puis il passe dans toutes les cracks, comme une souris, même, ce gars-là, il passe dans toutes les cracks, puis il fait ses propres cascades, t'sais. Mais son personnage est toujours sérieux dans la manière dont le film avance. T'sais, il va faire des blagues, oui, mais Rush Hour, ça reste une comédie policière, mais tu vois, dans le premier film, c'est une petite fille qui doit protéger, qui se fait enlever, fait il est sérieux là, dans son acting, c'est comme il faut que je la sauve, sinon elle meurt. Puis pas mal ça dans tous les films aussi là, que tu vois de Jackie Chan. Tu penses, mettons, à toutes ces. T'as-tu vu Police Story? Police Story, c'est toutes des histoires de Monsieur Nice Guy. C'est des histoires sérieuses, mais qui, ça devient des comédies parce que c'est drôle comment c'est fait. Puis c'est aussi chinois aussi. Des fois, c'est axé plus sur le comique de la chose, les dialogues savoureux. Mais. Moi, je me souviens de la série sur Rock TV qui était malade. Là. Oui, sa série animée, là, Jackie Chan, ouais. Ça n'a jamais été. Je pense qu'il y a eu 3 saisons, là, mais j'aurais aimé ça peut-être les revoir, mais regarde, ça a disparu de la surface de la Terre, je pense. Peut-être qu'il joue encore en Chine, je ne sais pas. Mais tu sais, on pense à un de ses derniers films qu'il a fait américain, parce qu'il continue d'en faire quand même des films mais plus en Chine. Là. Mais un de ses derniers films qu'il a fait américain, c'est L'étranger. Ouais, le film de Camus, là. Ouais, le film de Camus. Puis, je fais tout le temps cette blague-là à chaque fois qu'on parle de L'étranger. Mais, c'est un film sérieux, parce que là, sa fille se fait tuer, tu sais. Fait qu'il veut sa vengeance, tu sais. C'est un peu un justicier comme Denzel Washington, si on veut, là, dans son film Le Justicier. Mais c'est sérieux, tu sais. C'est comme la première fois qu'on regarde un film où est-ce que. Tu sais, il est plus vieux aussi, Jackie Chan. Fait que, tu sais, quand il se bat, c'est beaucoup plus sérieux. Tu sais, c'est un ancien agent spécial des forces chinoises. Tu sais, c'est un film plus sérieux. Mais quand on pense à Jackie Chan, de prime abord, c'est un acteur de comédie. Tu sais. Puis Rush Hour, c'est comédie policière. Tu sais, c'est super drôle, c'est le fun. C'est léger quand même comme film. Il n'y aura pas de grosses histoires compliquées à comprendre. Tu sais, il se passe de quoi? C'est 2 policiers, ils règlent la situation, puis that's it. Mais là où je voulais en venir avec Jet Li, ouais, vas-y. Tu sais, comme la semaine passée, on parlait de Bill Murray, que lui, dans ses films, c'est Bill Murray, mais c'est la même chose avec Jackie Chan. C'est Jackie Chan, puis c'est ça que tu veux voir aussi, c'est hot. Là, exact. Tu sais, quand tu regardes un film de Jackie Chan, peu importe l'année dans laquelle le film est sorti, que ce soit ses premiers films dans les années fin 70 ou des films des années 90, ça reste que c'est Jackie Chan. T'sais. Mais là où je voulais en venir avec Jet Li, c'est que Jet Li, même ses films, sa technique de combat est un peu plus sérieuse, c'est plus rough. Dans la plupart de ses films qu'il a fait, il fait des petites jokes quand il se bat, puis c'est drôle un peu le voir aussi, mais les gens ils ont plus associé mettons, Jackie Chan dans la comédie que Jet Li. T'sais. Mais on pense à Roméo doit mourir ou peu importe. Hero, c'était bon aussi, mais tu sais, ça, c'est pas drôle vraiment, là, mais c'est pas Jackie Chan, c'est Jet Li. C'est Jet Li. C'est ça. Mais, tu sais, je parlais plus des films, mettons, que Jet Li a fait plus hollywoodien, là. Il y en a un que j'ai, là. C'est... comment ça s'appelle? Le masque noir, Black Mask? Non, c'est genre une pochette bleue, là. Comment ça s'appelle? C'est le seul. Le seul, c'est ça. C'est avec Jason Statham, en plus, ce film-là, tu sais, c'est un de ses premiers films, c'est léger, ce film-là, là, 1h20, que c'est juste plein de Jet Li partout, de plein de multivers genre, qui arrivent. Pour vrai, c'est comme c'est comme l'antécédent des multiverses, là, quand on parle de multivers, parce que c'est juste plein de Jet Li, de plein d'univers différents. C'est drôle. Mais bref,
Rush Hour. Le deuxième, excellent. Tout est bon dans ce film-là. Puis en 2007, ils ont décidé d'en faire un troisième. C'était comme le retour, si tu veux, de Hard Limit, des deux acteurs aussi qu'on ne voyait plus vraiment. T'sais, en 2007, tu as eu Jackie Chan qui a fait un film justement à Jet Li qui s'appelait Le Royaume Interdit. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là. Là. C'est le gars de Sky High. Tu te rappelles-tu de Sky High, le film de super-héros? Là? C'est des jeunes qui s'en vont à l'école Sky High. Pour, Non, je sais pas. OK. Mais ils ont comme des super-pouvoirs. En tout cas, c'est ce jeune-là qui se retrouve dans un royaume, dans un univers, si tu veux, parallèle, mais dans l'ancien temps. Puis il y a Jackie Chan, que c'est un ivrogne qui se bat. Puis là, dans le fond, c'est une aventure épique, là, fantastique. Là. T'as Jet Li qui est comme le roi singe. Là. Ouais, c'est ça, c'est Jackie Chan dans le film. C'est un ivrogne, puis t'as Jet Li qui est le roi singe qui se bat comme un singe. En tout cas, c'était un bon retour là, de ces deux acteurs-là, mais dans ces années-là, 2007, on voyait plus tant Jackie Chan. Puis après ça, tu as eu en 2010 le Karate Kid avec Jackie Chan là, qui revenait un peu dans un rôle un peu plus sérieux aussi, mais ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il a vieilli quand même depuis ce temps-là. Mais dans Rush Hour 3, ça se passe à Paris. C'est une histoire à Paris. Puis, c'est le retour des deux flics qui sont un peu plus vieux, mais ils font les mêmes conneries. Là, c'est aussi drôle que les deux autres. C'est juste que l'histoire, elle aboutit un peu moins surprenante, si on veut. C'est le fun parce qu'on retrouve un peu plus de l'origine du personnage de Jackie Chan, qui s'appelle Lee dans le film. Fait que, il retrouve comme un ancien frère, si tu veux, là, quand il était plus jeune, un ancien ami. Puis dans le fond, c'est le méchant, fait que, il se bat contre lui. Mais on voit que le scénario manque un peu plus d'originalité que les deux premiers. T'sais. Mais les deux premiers, c'était dans les années fin 90, début 2000. Fait que, c'était aussi la mode là, dans ce temps-là d'avoir comme des comédies policières de ce genre-là, que deux policiers qui s'entendent pas. C'est deux policiers hétéroclites, mais qui finissent par être homogènes. C'est dans le genre de Lethal Weapon, puis ça fait comme ça aussi. Ouais, ça. Aussi, tu sais. Aussi. Puis, ils ont essayé, là, Hollywood a souvent essayé de faire des films de ce genre-là, avec deux policiers qui s'entendent pas, puis c'est comme tu disais, bon, cas backup, tu sais. Puis, ça n'a pas toujours marché, mais Rush Hour, c'est toujours bon, n'importe quand, tu sais. Ben, c'est probablement Jackie Chan qui fait le charme de tout ça aussi. Aussi, mais je te dirais que Chris Tucker rajoute beaucoup son grain de sel aussi. Okay. Il chante du Michael Jackson en dansant. Mettons, dans le deuxième, une des scènes les plus emblématiques, c'est qu'ils sont au casino, puis c'est Chris Tucker qui danse ses tables de casino pour faire diversion. Fait que c'est comme la joke un peu du film, là, lui, mais Jackie Chan, c'est vraiment lui qui fait les cascades. C'est bon aussi pour ça. Là, c'est qui fait ça, ces films-là? C'est-tu le même réalisateur, les trois, ou c'est du monde par rapport? Je pense que les deux... Je me rappelle pas du réalisateur, pour vrai, j'ai pas checké ça. Mais je pense que les deux premiers, c'est le même. Mais je pense que le troisième, c'est pas le même. Tu pourrais peut-être me reprendre là-dessus. Là. Brett Ratner, le premier. C'est ça, Brett Ratner. Puis le deuxième, Brett Ratner. Ouais, c'est ça. Le troisième, je pense pas que c'est lui, par exemple, peut-être. Troisième, Brett Ratner. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui? Puis le quatrième, c'est lui qui va le faire. Ah, il y en a un 4 qui s'en vient? Eh bien, c'est là où je voulais en venir. Ça fait plusieurs années qu'ils parlent qu'ils travaillent sur un 4. Puis Chris Tucker, à un moment donné, c'est aussi son grand retour, lui. Là, ça fait un critique de bout qu'on l'a pas vu. Mais il avait annoncé publiquement que c'est vrai, il y a un 4 qui s'en vient, mais là, depuis quelques années, on n'a pas de nouvelles. Fait que je sais pas si ça se fait. Là. Je sais que Jackie Chan, il a souvent dit qu'il voulait s'éloigner de ce qui se faisait à Hollywood. Pour quelle raison, je ne sais pas. Là, mais c'est pour ça aussi qu'on ne le voit plus depuis quelques années. Là, il avait fait l'étranger, là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va en être de tout ça. Je sais que Sylvester Stallone fait un Expendable 4. Mon père va être content.
Ouais, pour vrai, ils sont en train de tourner, là. J'espérais voir Jackie Chan dans un Expendable, mais je pense pas qu'il va être dans le 4e, malheureusement. C'est décevant, mais c'est ça. J'aimais bien Jet Li, mais là, je sais pas si tu as écouté les Expendables, mais Jet Li, il est plus vraiment Il est un mort. sacrifié, comme on dit. Il est pas mort, mais c'est juste qu'il est comme plus dans le groupe. Fait qu'il arrive. Mettons, dans le 2e, on le voit juste 10 minutes au début du film. C'est une scène de combat vraiment cool, mais on ne le revoit pas du film. Il reste en Chine. Puis dans le 3e, il arrive juste à la fin pendant 15 minutes avec Arnold Schwarzenegger. Genre, il travaille pour Arnold Schwarzenegger. Puis c'est les deux qui sont ensemble. C'est un peu ridicule parce que Jet Li, il fait le show. Jet Li, il fait le show! Ben, ça aurait été le fun d'avoir un combat entre Jackie Chan et Jet Li, mais en tout cas, ça reste à avoir peut-être pour la suite. Expendable 5, peut-être. Peut-être. Quand c'était long de Bref. voir 86 ans. Ouais. Mais bref, tout ce que je voulais dire, Ben, c'est que Rush Hour, excellent. J'adore cette trilogie-là. C'est rafraîchissant. Tu écoutes ça, c'est pas du Batman, c'est sûr. Mais tu te fracasses pas la tête, tu te poses pas de questions. Tu écoutes Rush Hour, c'est drôle, c'est comique. Tu regardes Jackie Chan se battre comme un fou, puis toujours bon. C'est tentant. Mais c'est sûr que tu as déjà vu le premier ou le 2. Il me semble que j'en ai vu un au cinéma, si j'ai souvenir. Là, ça me dit quelque chose. Ben, ça doit être le 3, là, bon. Mais ça se peut. Je me souviens pas. Y a-t-il une affaire d'un ascenseur à un moment donné? Là? Ouais, ben dans le 3, il monte la Tour Eiffel dans un ascenseur. Bon, ça doit être ça. Parce qu'il me semble que j'ai un souvenir de ça. En tout cas, je sais pas. Ben, non, c'est grandiose quand même, les films. Ils se battent sur tous les hôtels, en tout cas. Dans le 3e, ils se battent dans la Tour Eiffel en haut. Fait que c'est quand même cool. Mais ils finissent toujours par tomber, accrocher un drapeau. Puis ça, c'est typique aussi de Jackie Chan, de tomber de. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans les Chevaliers de Shanghai avec Owen Wilson, il tombe stick d'une grande tour, puis il s'accroche un drapeau, puis ah ouais, stick, on descend ça. C'était écœurant, Jackie Chan, j'adore Jackie Chan. Excellent. C'est ce qui conclut la trilogie Rush Hour. Fait que là, je pourrais aller avec Zombieland ou Ghost Dog, si tu préfères. Écoute, vas-y, on a jasé un peu de Bill Murray. Vas-y avec Zombieland. On en a parlé un peu le dernier podcast. Je t'ai donné l'eau à la bouche. Oui. Puis il était sur Netflix, fait que ça vient à donner. Ah, ça donne bien. Il y a le 2 aussi sur Netflix. Oui. T'as pas écouté le 2, là? Demain. OK. Okay. C'est bon à savoir. J'ai regardé hier. C'est ça, je l'ai regardé hier, Zombieland. OK. Puis, mais attends. Est-ce que tu l'as regardé juste parce que je t'ai dit que Bill Murray jouait dedans? Non, par plaisir. OK. Puis en plus, c'était J'espère pas, parce que j'aurais été déçu un peu. Ben, c'est ça. Il n'y a pas un gros rôle, tu sais. À la fin du générique, il y a une petite scène, mais... Oui. Mais non, c'est ça. Parce que j'avais pas trop d'attentes. Je savais que ça avait l'air drôle, puis tout. C'est un film qui est sympathique, dans le fond, mais je trouve que la faiblesse du film, c'est son histoire qui est comme rien. Il y a comme peu d'histoire, tu sais. C'est très simple comme histoire. Ben, il y a quasiment rien. C'est juste, il essaie de survivre, puis... C'est 4 personnes qui se retrouvent dans la fin du monde. Sauf que, tu sais, malgré une faible histoire, je trouve que le film est vraiment drôle. Puis il y a une belle personnalité, le film, je trouve. Il dégage quelque chose de bon, tu sais. Ouais, mais tu sais, justement, l'histoire est extrêmement simple, mais c'est justement parfait pour ce genre de film-là parce qu'ils ont carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent dans le monde. Fait qu'ils peuvent arriver plein d'affaires, puis that's it. Puis Jesse Eisenberg, il est toujours génial. Ouais. Je sais pas si tu as vu The Squid and the Whale de Noah Baumbach. Non. Avec lui, puis il est incroyable dans ce film. Ah ouais, vraiment. Okay. Checker ça, peut-être. Il est sur Netflix, je pense. Où il était, je sais pas si c'est encore. Mais... OK. Mais moi, j'adore Woody Harrelson. Il est génial. Hein? Il est génial. Un des grands. Un des grands aussi qui passe inaperçu dans le sens que peu de gens connaissent le nom de ce gars-là, mais on le voit quand même partout, dans le sens que il y a plein de rôles, là, surtout dans les dernières années. On dirait que sa carrière est relancée, parce que il avait joué le méchant dans le dernier Planète des singes. Ouais. Puis c'est
C'était écœurant son rôle. Moi, j'ai adoré. Je sais pas si tu l'as vu, là, le dernier. La J'ai guerre, vu des bouts, là, j'ai vu War des of bouts, the ouais. Planet J'ai vu des bouts. of the Apes. C'était excellent, tu sais, ce film-là. Puis Woody Harrelson, je ne savais même pas qu'il jouait dans ce film-là. Parce que je sais pas pourquoi, j'avais pas vu tant l'annonce que ça. Puis, tu sais, quand je l'ai vu, j'étais surpris. J'étais comme, aïe, aïe, stick! Je l'adore, ce gars-là, je l'adore! Puis surtout, il y a le casting parfait pour le personnage. Je suis là d'un débile mental, puis qu'il tire du gun Ouais. redneck, là, tu sais. Ben oui. Ça. Il est excellent pour ces rôles-là, tu sais. Je pense que ses deux plus grands rôles dernièrement, c'est probablement Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. T'as-tu vu ça? Ben oui. Ça, il était carré là-dedans, puis True Ben Detective, il était malade aussi. C'est excellent. Ouais. True Detective, une des meilleures séries que j'ai vues toute ma vie. La saison Première 1 saison. ou toute... Première saison. Ouais, Les deux après sont vraiment différentes, mais première saison, excellent, je le conseille à tout le monde. Mais pour revenir à Zombieland, je trouve que c'est un... Ouais. je trouve que c'est un film qui a des belles émotions, tu sais, tu sais, le personnage, tu y crois, puis il est beau, genre. Je trouve qu'il est vivant, puis il y a comme de la profondeur quand même, là. Fait que je trouve ça, c'est intéressant. Malgré une faible histoire, tu sais. Je sais pas si le 2, c'est aussi faible que ça, là, mais... C'est encore plus faible. Ah, OK. Non, mais il essaie d'upgrader aussi avec cette histoire-là, mais tu sais, ils ont attendu 10 ans là, avant d'en faire un autre. Il aurait pu attendre n'importe quand, puis en refaire plein. Je veux dire, c'est une histoire que Netflix pourrait acheter les droits et faire une série de ça. C'est qu'il peut. Tu sais, c'est Walking Dead. Là. Il peut arriver plein d'histoires là, dans un monde apocalyptique des zombies. Je veux dire, l'histoire reste simpliste pour ça. T'sais. Parce que peu importe le film. Tu regardes Jim Jarmusch qui a fait avec Dead Don't Die. C'est intéressant, tu sais, puis c'est pas n'importe qui aurait fait ça avec une histoire de zombies. Ben, c'est parce qu'il faut savoir se réinventer aussi avec le genre. C'est ça qui est dur, je pense. C'est ça. Puis, tu sais, Zombieland, dans le sens que ça s'est réinventé, dans le sens que on n'a pas eu de comédie comme ça. Il y a eu Shaun of the Dead. Mais c'est quand même différent, pareil, je trouve. C'est différent parce qu'on suit vraiment l'aventure de deux gars qui vivent l'apocalypse, tu sais, de zombies. Tandis que là, dans Zombieland, c'est fait. Ouais. On découvre leur histoire peu à peu, les personnages, qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'il y ait l'apocalypse. Mais ça reste qu'on les suit pendant leur trajet d'errer nowhere sur la planète Terre. T'sais. Mais dans le deuxième film, tu vois plus de survivants. Fait que tu t'en vas plus dans le mood émotion, puis comme fraternité, puis en tout cas. Zoé Deutsch. Ouais. C'est le fun à regarder, dans le sens que ça ressemble pas mal au premier. C'est une comédie pareille, mais c'est rafraîchissant, c'est le fun. La semaine prochaine. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que ça fait 10 ans, mettons, qu'on les retrouve, puis ils n'ont pas changé. Parce que dans le film, ça fait vraiment 10 ans. Okay. Mais ils n'ont pas changé par tous les personnages. Ils sont habillés pareil. Emma Stone, est-tu de retour encore? Oui, elle est de retour. Les 4 sont de retour. La jeune, elle a grandi. Là. Cette actrice-là a grandi. Mais c'est comme si... je trouvais ça intéressant parce que c'est comme si les personnages... C'est comme si, mettons, dans la vie de tous les jours, on change parce qu'on vit en société avec d'autres personnes. Tandis qu'eux, ils vivent juste ensemble depuis 10 ans. Fait que, ils ne changent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de changer. T'sais. En tout cas, on parle de ça la semaine prochaine. Ben, je le conseille quand même à tout le monde. C'est un film qui est sympathique. Je le conseille à tout le monde. C'est ça. Sympathique, mais pas fou. Qui n'aiment pas les zombies. T'sais. Ouais, mais tu sais, c'est une comédie. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais ça reste plus une comédie qu'un film de zombies. Écoute, même Walking Dead, je le conseille quand même à tout le monde, même s'ils n'aiment pas le sang, parce que l'histoire est bonne, tu sais, même si... C'est ça. Bon, je le conseille peut-être pas aux hyperchondriaques, en tout cas, les affaires de médecins comme ça. Là. Bref. Moi, j'ai hâte de t'entendre sur Watch Dogs. Non. Ghost Dog. Ghost Dogs. Watch Dogs, c'est un jeu de PlayStation. Oui, c'est ça. Je me mélange toujours. Ok, c'est Ghost Dog, The Way of the Samurai, avec Forrest Whitaker, qui était... Pour vrai, ce film-là, tu sais, quand tu regardes, mettons, la filmographie de Jim Jarmusch, c'était celui que j'ai toujours spoté, dans le sens que je voulais le voir. Pourquoi? Parce que j'adore Forrest Whitaker, puis le nom me disait
me disait tout, puis je suis samouraï. J'adore les samouraïs. C'est franchement incroyable, ce film-là. C'est malade Ouais. mental. Tu sais, j'ai vu ça, là, puis je suis oh wow, mais c'était absolument incroyable. Là, tu sais. Ah ouais. Dans le fond, Ben, juste la description de genre les mélanges de films que tu m'as fait, là, comme ben, c'est ça. ça m'intéresse de plus en plus. Là, Ben, tu sais, le gars, dans le fond, c'est Forrest Whitaker qui est un tueur à gages. Puis lui, il vit sous le code samouraï. Il y a comme un petit livre que, avec la version Criterion, il donne un petit livre où est-ce que tu vois tous les genres aïe. de paragraphes qu'il lit des fois pendant le livre pour comprendre un peu sa philosophie. OK. Puis là, il va sur un coup, puis ça vire mal. Fait que là, il y a comme une grosse gang de mafia qui sont après lui. Fait que là, il faut qu'il tue tout le monde. Tu sais. C'est ça. J'adore ça. Sauf que tu sais, ça a l'air un peu à la John Wick. Puis je pense qu'il y a beaucoup de références à de John Wick. Il fait beaucoup de références à ça parce que le personnage de Forrest Whitaker, il vit un peu sur un toit avec des oiseaux qui me fait penser à Lawrence Fishburne dans John Wick, OK. comme un genre de vagabond. Mm-hmm. Puis c'est extrêmement violent, malgré comme la vibe. C'est une vibe, comme je te disais, pour moi, c'est comme un mélange entre la vibe de Patterson, qui est très poétique, qui est très lente, avec un genre de Taxi Driver, où c'est un gars qui veut faire un peu le ménage dans son quartier, puis un sociopathe qui veut agir selon sa loi. Là. Ouais. Puis genre le professionnel de Luc Besson, qui est un tueur à gages, c'est un peu la même vibe, tu sais. Ou est-ce que t'as comme le First Whitaker, il se met ami avec une petite fille pour y parler de lecture, puis là, il est en train de lire Rashomon, puis il dit « Hey, tu devrais lire ça », puis genre, lis-les, tu m'en reviendras après ça, puis tu sais, il jase de lecture, de poésie, puis de genre de mode de vie, à travers genre les meurtres qu'il fait, c'est absolument incroyable, c'est génial, vraiment génial. Tu me donnes vraiment l'eau à la bouche, Ben. Ben, tu sais quoi, il y a une vente Criterion en ce moment, puis si tu le veux, il y a 40% de rabais dessus. Ça vaut la peine. Moi, checker ça. Ça vaut la peine. Moi, checker ça. J'adore ça. Ben, tu sais, c'est un film typique de Jarmusch, mais avec la sauce de. Ouais, ben c'est ça, je voulais savoir. Tu sais, dans tout ça, tu sais, le style de Jarmusch. Oui, t'as la lenteur de Jarmusch, t'as comme l'aspect poétique. T'as la vibe, là, oui. C'est ça. La vibe de Patterson, dans le fond, de ce que tu décrivais. Là. Avec de l'action, là. C'est ça. Okay. C'est vraiment. Si t'aimes Jarmusch dans la vie, son style. Ben, pour vrai, tu viens d'écrire tout ce que j'aime. Je veux dire, j'aime les films poétiques, j'aime l'honneur japonais, j'aime les histoires de vengeance, de protection. En tout cas, j'aime tout ce que tu viens d'écrire. Ben. Tu vas triper. Pour vrai, ça, je pense que tu triperais avec ça. C'est vraiment très bon. Fait que je vais peut-être dépenser de l'argent. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. On check ça. Ben, en plus, tout le long, je sais pas si tu connais Wu-Tang Clan, le groupe de rap. Oui. Ben, c'est RZA, un des membres, qui fait de la bande sonore. Fait que c'est tout un genre de vibe hip-hop tout le long, puis ça donne comme une genre d'ambiance relaxe. C'est vraiment cool. Ben, ça doit venir chercher le côté plus relations japonais avec son samouraï et tout. Oui, vraiment. Ça fait que c'est vraiment. C'est un grand chef-d'œuvre puis incontournable, je pense. Ouais. Ben, il est peu connu aussi, là, je veux dire. Ben, tu sais, je pense que Jarmusch, c'est pas l'affaire la plus commercialisable. Ben, c'est ça, tu sais, Jarmusch, c'est pas le plus commercialisable non plus dans son genre. Non, c'est ça. Pourtant, c'est un grand nom. Ouais. Ben, c'est un grand nom. À Cannes, ce film-là? C'est de quelle année, hein, ce film-là? C'est 4. Attends, je vais aller voir. 99, je pense, mais je vais vérifier. Ah, ok. Je vais te dire si c'était à la Cannes, je vais regarder. Ghost Dog. Jarmusch, il va souvent à Cannes. 99. Puis ça a-tu été à Cannes? Non, ça. Ah oui, c'était à Cannes, ça a été nominé pour la Palme d'Or, puis ça n'a rien gagné. C'est ça. Mais en tout cas. Pas grave. Pas les meilleurs films qui gagnent la Palme d'Or. Non, pas nécessairement. C'est souvent des. Pas des gamiques, mais ils cherchent quelque chose aussi, puis c'est correct. Ouais. C'est souvent des Dolan. Il n'a jamais gagné une Palme d'Or, Dolan. Je sais pas si tu sais, là. C'est quoi qui avait gagné, Mommy? Le prix du jury, puis après ça, juste la fin du monde a gagné le grand prix. Ok, ouais. Et pas la Palme d'Or. Mais il vise-tu la Palme d'Or, tu penses? Mais qui ne vise pas la Palme d'Or? Il y en a plein qui ne visent pas, là, mais dans ce genre de cinéma-là, qui ne vise pas la Palme d'Or? Ben, ceux qui. Ouais, c'est ça. Est-ce que Cannes, tu penses que c'est un peu comme les Oscars, il faut vraiment que tu t'inscrives pour. Parce qu'il y a toute la rumeur là, qui court autour des Oscars, comme quoi il faut que tu inscrives ton film pour qu'il soit dans la sélection, tu sais.
Ben oui, faut que tu soumettes ton film. Là. Ils vont pas juste regarder les films et faire ça, faut que tu soumettes ton film. Ouais. C'est ça. Fait qu'à Cannes, c'est un peu la même chose. Comme les sélections ben, québécoises aussi. Là, ben, c'est un festival, fait que faut que tu soumettes ton film au festival. C'est ça, t'as pas le choix. Ouais, pas le choix. Pas le choix. Mais il faut que tu payes quand même, hein? Ça doit être cher. Je pense pas qu'il faut que tu payes, puisque. Pour vrai? Parce que avec Marquis, Ouais. ben, il envoyait genre des films de même. Les autres, ils regardent ça, puis ils sont comme, ben, t'es pas accepté, mais il a quand même regardé le film. Ouais. Mais regardes-tu vraiment? D'après moi, c'est des petits gens, là, des petits peuples qui regardent ça sur leur écran et ils disent oh, non, ça vaut pas la peine. Tu penses-tu? Ben, probablement, mais reste qu'il y a qu'un Cannes qui a regardé le film. C'est pas 3 personnes qui regardent tous les millions de films qu'on leur envoie. Ben, j'espère que non, là, mais en tout cas. En tout cas, Yann Englund, il était aux Oscars. Yann Englund, il était aux Oscars. Je veux pas élaborer sur Yann Englund, c'est correct. J'irai pas sur Yann Englund non plus. T'as-tu vu son dernier film, Sam? Non, j'ai pas vu, puis je veux pas en parler. En tout cas, 1,54. J'aime pas ça de descendre des films québécois, là, ça me tente pas. Faut faire la promotion du cinéma québécois. Ouais, mais c'est un film québécois, là. Je sais. OK. Hey, tu veux-tu soutenir ton Québec ou non, Ben? Regardez Stéphane Lafleur à la place. Là. C'est bon. Oh! Tu dors, Nicole? Dans Nicole. Hey, son prochain film, il est en tournage en ce moment. Ça s'appelle Viking. En terrain connu? Ben, ça existe, là. Mais son prochain film, c'est une science-fiction. J'ai hâte de voir en tabac. C'est vrai? Ouais. Aïe aïe. Viking, ça Mais s'appelle. c'est pas lui qui avait fait la science-fiction Avril. Non. Ça s'appelait comment ça? Avril Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Il y a un film québécois là, qui s'appelait Avril quelque chose, puis c'était comme sur une autre planète. Là. Il y avait comme des têtes dans les. Avril. Attends, je vais aller voir. Ouais, Avril et les mondes magiques. C'est pas ça. Mais c'était quelque chose Avril. Avril et le monde truqué. Exact. Mais c'est un film d'animation. Ok, c'est pas ça d'abord. Je pense que c'est un film français. T'es sûr? C'est avec Marc-André Grondin puis Mario Cotillard. Ça se peut-tu? Puis Philippe Catherine. Avril quoi? Avril et le monde truqué. Ok, non, mais si c'est animation, c'est pas ça partout. C'est avec l'acteur. Il joue dans. Aïe aïe. C'est-tu Mars et Avril de 2012? Oui, c'est ça, Mars et Avril. Okay. Ouais, mais moi, je connais pas ça. Pas la Marani qui joue dedans. Là. Jacques Languillon, oui. c'est gros aussi. Marani, c'est ça que je cherchais. Robert Lepage joue dedans aussi. Ah, ben, je pensais justement à Robert Lepage. Mais vois-tu, non, je connais pas ça pendant tout. Mais j'ai pas vu ce film-là. Mais l'annonce, elle était spéciale quand même. Ça a l'air science-fiction, ça aussi. Là. Ah. Mais au Québec, on n'a pas beaucoup de films de science-fiction. Ouais, mais ça coûte cher. Là. Ça coûte cher, mais il y aurait de l'argent pour en faire. Ben oui, mais je pense des science-fiction avec de l'ambition puis low-key, mettons, avec pas trop de... Ouais. Mais tu sais, on peut d'effets, faire tout ce qu'on veut si on a la foi. Vraiment. Mais je pense que oui. Il y a moyen. Donnez une caméra à Denis Villeneuve, il va vous faire un Doom québécois. Mais je suis sûr que oui, il y a moyen. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais en tout cas, film québécois, tout le temps plaisant. Dogwatch, j'ai hâte de voir ça. Non, Ghost Dog. Ghost Dogs. Ghost Dogs, j'adore ça. Veux-tu que je finisse avec mon dernier film puis on va sur Marvel après ou on va sur Marvel puis je finis avec mon dernier film? Ben, c'est vraiment comme tu le sens. Tu veux-tu qu'on finisse Marvel tout d'une shot, one shot? Ouais, on peut. OK. Ça va finir en grandiose, OK. OK. Ben, grandiose, ouais, ça dépend par quoi je commence. En tout cas, vas-y. Quoi, Lucky, c'était pas bon? J'ai rien dit, moi, j'ai rien dit. Vas-y, continue avec ton dernier film. Je pense que c'est un film que t'aimes beaucoup. Ça fait suite à ce qu'on a jasé la semaine dernière de Edgar Wright. On a jasé beaucoup de Edgar Wright. Ouais, puis là, j'ai reçu ce film-là, puis là, tu dis « Oh wow, c'est malade », fait que là, je suis comme « Oh yes », puis j'étais excité de le voir. World's End? The World's End. Le dernier pub avant la fin du monde. Pub. OK. Le dernier pub, ouais. À la base, pour moi, tu mets un film sur l'amitié puis sur le temps qui passe, tu m'as déjà gagné. Là, c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Puis ce film-là est absolument incroyable. Ouais.
dans le fond, c'est des amis ils ont comme perdu leur amitié à cause d'une soirée que ça a mal viré. Encore Simon Pegg, puis Nick Frost. Puis Nick Frost. incroyable. Qui conclut la trilogie de Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Ça, qui garde un peu le même esprit ben oui. de fantasy qui revient. C'est un hommage aussi à They Live que j'ai adoré. Là. Oui. C'est la même chose quasiment. Oh oui. Puis dans le fond, c'est ça. Il s'est passé une soirée où est-ce que ça a dégénéré quand il était jeune. Puis là, ils ont perdu leur amitié à cause de ça. Puis là, je sais pas, c'est une vingtaine d'années plus tard, peut-être. Je sais pas, je m'en souviens plus combien de temps exact, mais. Moi non plus, ça fait quand même un bout, je l'ai vu. Puis là, ils veulent comme refaire leur soirée puis finir la tournée des 12 pubs, je pense. Ouais, c'est comme un marathon, l'habitude qu'il y avait, là. Ouais. Tu prends une pinte à chaque pub que tu y vas, puis à la fin, ben, tu finis jamais parce que c'est bien trop dur. C'est pas juste les deux, tu sais, c'est une gang d'amis. Il était 4 plus la. Non, t'as-tu la 5? Sœur. 5 plus la sœur, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait Puis, à travers la tournée de pub, t'as genre des. Ils se rendent compte que la ville où est-ce qu'ils habitaient quand ils étaient jeunes a comme été envahie par des aliens qui ont pris les corps des gens, puis là, ça se met à dégénérer, puis c'est toute une réflexion sur un peu la vie monotone poche néolibérale. Ben, tu vois, tu parlais de Live, puis j'avais même pas pensé à ce film-là quand je l'avais vu, mais moi, le premier film qui m'a sauté au visage, c'est L'invasion des profanateurs, qui c'est un peu la même chose aussi. L'invasion des profanateurs, c'est des aliens comme des petits microbes là, qui viennent ici par ton oreille dans ton cerveau, puis dans le fond, tu deviens le alien. Fait que c'est comme les profanateurs qui prennent ta place, dans le fond, tu mutes, là, t'as comme de la peau qui se c'est comme si tu mutais, là, mais tu deviens comme un alien, puis tout le monde devient ça. En tout cas, c'est un bon film, mais ça revient un peu au même, dans le fond, ils deviennent leur propre copie d'Alien, tu sais. Ouais. Fait que c'était bon, là, c'est... Les têtes qui explosent aussi, là. C'est génial. Le sang qui est bleu, c'est hot. C'est écœurant, c'est vraiment écœurant. Puis, tu sais, je trouve les personnages sont tellement riches, ils ont tellement de profondeur, puis le backstory est vraiment intéressant. Ouais. Je pense que c'est mon préféré des 3 de la trilogie. Aïe, aïe! Tu trouves-tu, toi? Penses-tu? Moi, c'était mon moins bon, ça m'a mon souvenir. Mais il faudrait que je le revoie. Ça fait quand même un bout que je l'ai vu. Mais je m'attendais peut-être à plus que la première fois que je l'ai vu. Mais j'avais quand même trippé. C'est une Christy de run, là, pareil. Là. Ouais. Mais j'avais pas eu, admettons, l'émotion dans le tapis comme j'avais eu à Shaun of the Dead puis Hot Fuzz. T'sais. J'avais pas eu autant de plaisir, on dirait. Mais ça dépend aussi du moment quand tu regardes ce film-là. Il faut que tu sois vraiment dans le mood. Puis dans le. Peut-être que la première fois que je l'avais vu, j'étais comme. Je l'ai vu plusieurs fois quand même, là, mais peut-être que la première fois que je l'ai vu, j'étais plus dans un mood faut que je le regarde. J'étais comme pressé dans le. Je sais pas. Ça fait un bout quand même. Mais je me retape cette trilogie-là, c'est sûr. Regarde-le encore, je pense que surtout avec l'âge aussi, probablement que tu es rendu ailleurs puis ça va te donner de l'émotion. Ouais. C'est ça. J'ai vu plusieurs films là, entre-temps. Fait que... Ben ça aussi, ben, vu que tu es rendu plus vieux, tu as comme plus la notion des vieux amis. Je sais pas si tu as des vieux amis, là, mais. J'ai aucun ami, Ben. T'as pas Puis un Ghost Dogs. Peut-être. Mais non, ouais, peut-être il y a ça aussi, l'espèce de nostalgie, aussi, là. C'était le fun. Ouais, à l'époque, quand j'ai écouté ce film-là, peut-être que je faisais déjà la tournée des bars, fait que c'était moins... J'étais comme, ils sont vieux, eux autres, ils sont vieux. Le personnage de Simon Pegg, il est tellement... Tout le long, tu l'haïs, puis à la fin, t'es comme, c'est bien beau, puis il est tellement... C'est un beau personnage, là, il est tellement complet, là. Mais c'est ça... Puis je me souviens, Nick Frost, il fait son Nick Frost, dans le fond, son alter ego, qui est comme un peu le comique de l'histoire, là. Le comique de service, si on veut. Là. Ouais, puis il est comme fâché aussi, puis il y a comme une belle twist aussi pour lui à la fin, puis je trouve que c'est beau. Mm-hmm. L'amitié qui revient entre les deux, là, c'est beau. The friendship. Fait que... Aïe aïe. En plus, je trouve ça... Tu sais, mettons à la place de Zombieland, où c'est vraiment ce que tu vois, c'est ça. Je trouve qu'il y a plus de réflexion à travers The World's End parce que ça amène une réflexion sur la société, puis sur le travail, sur tout ça. Oui, puis il y a une réflexion au-delà de l'apocalypse qui se passe, c'est aussi la relation entre les amis qui se détériore, puis qui, dans le fond, ça reste fort, mais ça se détériore par l'invasion aussi. C'est comme fuck.
Il y en a qui veulent s'enfuir, il y en a qui veulent se battre, il y en a qui veulent se rester ensemble, il y en a d'autres. T'sais. Tout ça qui se passe. Puis il y a Rosamund Pike aussi. Oui, c'est un plus. C'est un plus. Mais il y a aussi le Hobbit. Ian Holm? Ah non, ok, les nouveaux. J'oublie son nom. L'acteur. J'oublie son nom. Le Hobbit. Ben, dans les nouveaux Hobbits, là. Oui, le Hobbit. Okay. Hein? Je vais aller voir. Il joue qui? Il joue un des amis? Un des riches, là. Ben, un des riches. Celui qui est riche. Ah oui, oui, ok. Oui. C'est quoi son nom déjà d'acteur? C'est Martin Freeman. Oui, Martin Freeman. C'est ça, le Hobbit. Ouais. OK. Mais tu sais, c'est tous des acteurs britanniques aussi, là, tu sais, que Edgar Wright, il choisit bien ses acteurs, tu sais, pour fitter aussi dans le monde. Tu sais, je veux dire, ça se fait... c'est quoi la ville, dans le fond? C'est une ville... Ouais, c'est un nom, là. C'est en banlieue de Londres, en tout cas. Là, mais c'est ça, tu sais, ça se passe encore à Londres, tu sais, fait que tu sens la vibe d'Edgar Wright, tu sais, de son peuple, dans le fond, de son... C'est ça qui est le fun aussi, tu sais, on n'est pas, mettons, à Hollywood, tu sais, on est ailleurs, tu sais. Ah, vraiment, c'est rafraîchissant, je trouve, à regarder ça. Ouais. C'est vraiment rafraîchissant. Mm-hmm. Ouais. Excellent film. C'est tout ce qui était rafraîchissant cette semaine et tout, Benz. Un bon film Marvel. Là. Un bon film Marvels, comme on les aime. J'étais impatient. Chloé Zhao, en plus. C'est surprenant. Oui. J'ai pas vu son film gagnant d'un Oscar. Je l'ai réservé à la bibliothèque, fait que bientôt. Nomadland. On va en parler bientôt. J'ai pas vu ce film-là. Je connais pas Chloé Zhao. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avant Nomadland. Elle a fait quoi? Hein? Un film qui s'appelle The Rider ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Là. Mais j'ai pas vu, je sais pas. T'as pas fait grand-chose. Mais bref, j'ai été voir Eternals cette semaine au cinéma sur grand écran. J'étais très stressé avant le film. Tu sais, un bon stress. Là, je retrouvais le bon stress que j'avais avant un film de Marvel que j'allais voir au cinéma. En tant que fan... Un stress de genre, j'espère que ça va être bon parce que je vais être déçu, ou un stress genre, je suis vraiment excité? Non, c'est ça, c'est un stress d'excitation. Tu sais, des fois, t'as comme un stress de genre, j'espère que ça va être bon, j'espère qu'ils n'ont pas gâché. T'sais, dans les derniers Star Wars, j'avais ce stress-là un peu. De comme, fuck, j'espère que ça ne sera pas une merde, j'espère que ça va être bon. T'sais. Puis, à Marvel, souvent, j'ai un stress de. Tu sais, quand j'attends vraiment un film depuis longtemps, j'ai un stress de comme, aïe aïe, j'ai le feeling que ça va vraiment être bon, puis je suis excité, tu sais. Un stress que j'avais avant Avengers, le premier, là, en 2012, que j'ai été voir un mercredi à minuit, la grande première, à minuit, puis je stressais, mon gars, je shakeais de partout, j'étais comme, fuck, ça va être bon, genre, j'ai vraiment hâte de voir tous mes super-héros ensemble, tu sais, pour la première fois à l'écran. T'as dû être déçu. Non, pas du tout, Ben, pas du tout. J'étais paniqué, j'étais comme, wow! Ça, c'est vraiment un univers qui débute en force. Puis, l'univers, ben, ça compte déjà 25 films, tu sais. Ça, je pense que ça, c'était le 26e, si je ne me trompe pas, là. J'ai pas fait le calcul, mais... Ou bien c'était le 25e. Mais Les Éternels, c'est un groupe de super-héros qui est peu connu dans les comics même. Là, ils ont des comics, mais c'est peu connu par les gens. Un peu comme les Gardiens de la Galaxie, c'était moins connu. Puis quand ils ont fait le film des Gardiens de la Galaxie, ben, ils ont fait le film par rapport au personnage dernier cri, si on veut, du groupe Les Gardiens de la Galaxie. C'était pas les. Ouais, parce qu'il n'y a pas Adam Warlock, puis qu'ils viennent de confirmer pour le 3e, Adam Warlock. Oui, oui, Adam Warlock arrive dans le 3e. Mais ce que je veux dire, c'est que, admettons, Star-Lord, ben, c'était pas un membre. C'est pas un membre original de. Un membre créateur, si tu veux, un pionnier des Gardiens de la Galaxie. Non. Mettons, on parle du. Non, pas dans les premiers comics des Gardiens de la Galaxie. Okay. Les premiers comics, c'était les personnages comme qu'on voit dans le 2e film de Sylvester Stallone. Mantis. J'oublie son nom. Ah, oui, okay, à Sylvester Stallone. Ouais. Mais tu vois, à la fin, là, quand ils font un hommage à Yondu, ben, tu vois, Yondu, c'est un membre fondateur des Gardiens de la Galaxie. Yondu, c'est Michael Rooker, le bleu, là, avec qui lance une flèche. Ah oui, en sifflant. Ouais.
Lui qui, bon, je veux pas spoiler rien, mais il meurt là, dans le deuxième. Ouais. Puis ça, c'est un gros personnage, mais c'est un membre fondateur des Gardiens de la Galaxie. Puis bon, dans ce film-là, ils ont décidé de le faire plus comme un vilain, si tu veux, mais qui aide quand même les Gardiens de la Galaxie. Puis tous les personnages qu'on voit à la fin du deuxième film, c'est tous des personnages fondateurs des premiers Gardiens de la Galaxie dans les BD. Mais pour une raison quelconque, ils ont décidé de faire un film sur dans le fond, les plus récents, dans le fond, les BD, tu sais, des Star-Lord, Gamora, Drax, Groot, Rocket Raccoon. Mantis. Fait que, pardon? Mantis. Ouais, Mantis, je sais qu'il s'aime bien. Fait qu'il y a elle. Puis, bref, là où je voulais en venir, c'est que Les Éternels, c'est un film que j'attendais, mais que, comme tu disais, j'avais quand même le stress de comme, j'espère que ça va être bon, parce que dernièrement, depuis la pandémie, dans le fond, tous les films ont été repoussés, comme tu le sais, là, tout le monde le sait. Mais il y a eu Black Widow, que c'était un prequel, ça se passait avant les derniers Avengers. Fait que ça fait pas partie de la phase 4. C'est un film qui fait partie plus de la phase 3, qui est avant Avengers Endgames. Puis c'était moyen comme film, je t'en avais parlé ici. C'est pas... c'était pas un film grandiose. J'avais pas de stress avant ce film-là parce que j'avais des doutes que ça allait pas être sublime. T'sais. Mais ça reste quand même un bon film de Marvel, là, mais plus dans le bas de la liste des meilleurs films de Marvel. Puis, dernièrement, il y a eu Shang-Chi, que je t'avais parlé. J'avais été agréablement surpris. C'était vraiment bon. Ce film-là, j'en doutais pas que ça allait être super bon pour moi, personnellement, parce que j'adore toute l'histoire de la mystification autour du personnage, puis des 10 anneaux, la légende des 10 anneaux, en tout cas, les histoires de dragons, j'adore ça. Puis c'est une histoire fantastique qui vient me chercher quand même, mais je ne sais pas si ça va faire un gros boom dans le box-office, mettons, des films de Marvel. Ça a quand même été bien reçu par les critiques. Mais là, j'attendais Eternals parce que Les Éternels, c'est le film qui débute vraiment la 4e phase, dans le sens que Shang-Chi fait partie de la 4e phase, qui est plus art mystique et énergie cosmique. On parle beaucoup là, dans la phase qui s'en vient, on va parler beaucoup d'art mystique avec notamment Doctor Strange, puis d'univers spatial, de force cosmique avec les Gardiens de la Galaxie qui s'en viennent, Thor 4, en tout cas, bref. Les Éternels, c'est des êtres vivants qui sont génétiquement modifiés pour avoir une énergie cosmique propre à chacun, là, puis avoir leur pouvoir, puis ils sauvent l'univers, mais depuis des millions d'années, là, depuis que l'univers existe, justement, ils sont présents pour s'assurer, pas nécessairement te sauver la vie devant un autobus. Ils ne sont pas censés interagir avec les êtres vivants. Ils sont juste là sur la Terre pour protéger la population des déviants, qui est un autre groupe de méta-humains, si on veut dire, méta-êtres vivants là, qui ont été créés par les êtres célestes. Donc, c'est une histoire quand même assez compliquée. Pas compliquée. C'est pas compliqué. Là, quand tu regardes le film, c'est vraiment bien expliqué. Mais il y a des gens qui vont se poser des questions, c'est sûr, parce que c'est directement basé de la mythologie grecque, là, les Éternels. Puis tu sais, comme j'adore la mythologie, puis tout ce qui est ancestraux, puis toutes les histoires, tu sais, comment qu'on appelle ça, les arbres, là, les arbres, voyons, j'ai oublié le nom. Pas archéologiques, mais les arbres. Généalogique. Généalogiques. Puis c'est un peu en rapport avec ça, les Éternels, parce qu'ils sont des descendants, en tout cas, d'un peuple assez érudit. Là. Mais les êtres célestes, c'est comme si c'était les grands titans qui ont créé les dieux. Puis les Éternels, c'est en quelque sorte les dieux. T'sais. Ils ont des pouvoirs aussi qui sont reflétés par leur nom, qui représentent les dieux. Tu vois, comme Angelina Jolie dans le film, elle joue le rôle de Théna. Donc, Théna, tu penses à Athéna.
Athéna, la déesse des stratégies de guerre puis de la sagesse, tu sais. Puis son pouvoir dans le film, dans le fond, c'est une femme forte qui se bat avec... elle peut faire apparaître toutes sortes d'armes avec elle, surtout des javelots puis des boucliers. Mais elle se bat comme une déesse. Là. Fait que c'est tout des. T'as Galgamesh, que c'est un. Galgamesh, c'est un beef, il est super fort. Puis ça vient rechercher, dans le fond, un homme athénien dans l'époque de la mythologie grecque, là, que lui, il était super fort. Là. Je le connaissais pas tant, là, Galgamesh, mais j'ai fait des recherches un peu. Puis, t'as Richard Madden, que j'aime beaucoup. T'as pas vu la série Game of Thrones, toi? J'ai vu comme 3 épisodes. OK, mais tu connais Robb Stark, qui est le fils le plus vieux, dans le fond, du roi de Winterfell. Dans le fond, le grand frère de Jon Snow. Ouais, mais je sais pas. En tout cas, je vais parler de même, parce que les gens qui ont vu ça, quand même, plus de la moitié de la population du Québec ont vu ça. Mais je vais t'expliquer que, en tout cas, Richard Madden, c'est l'acteur qui joue Robb Stark dans Game of Thrones. C'est le rôle qu'il a fait connaître, là, mais il n'a jamais fait de film avant, ce gars-là. Mais il a été popularisé par Game of Thrones. Il avait fait aussi une série qui s'appelait The Bodyguard. Puis c'était quand même pas pire. C'était un bodyguard, dans le fond, qui protège une sénatrice. Puis lui, c'est un ancien soldat, en tout cas. Un Christy drôle qu'il avait, quand même. Puis dans le film Les Éternels, ben, il joue le rôle principal, Icarus. Est-ce que ça dit quoi, le nom Icarus? Icarus. Icar. Il y a plusieurs noms, mais c'était justement un personnage de la mythologie grecque grâce à son père il s'est fabriqué, dans le fond, des ailes de métal pour s'enfuir d'un labyrinthe que son père, qui était un architecte d'Athènes, il a pu s'enfuir de ce labyrinthe-là, puis dans le fond, il a volé trop près du soleil, puis il s'est brûlé, il est mort comme ça. C'est un cave, dans le fond. Mais tout ça pour dire que la raison pourquoi son père s'est fait mettre dans son propre labyrinthe avec son fils, c'est que c'était un joueur, c'était un traître, il trahissait tout le monde, c'était un menteur, Puis ça, c'est important quand même, cette définition-là de sa personne, de ce personnage-là légendaire. Parce que le père, je pense qu'il s'appelait Dédale. Je pense que c'est l'architecte Dédale. Dans Éternel, c'est ça aussi? Non. Ben, dans l'Éternel, on ne parle pas de lui pantoute. On ne parle pas de lui, mais le personnage d'Icaris est basé sur le personnage d'Icar. Ouais. Donc, il est le fils de Dédale, le fameux traître, menteur, tout. Puis, dans le film, Icaris, c'est un éternel qui est quand même puissant. C'est censé être le premier éternel. Tu sais, dans les comics, tu as tout le temps un premier éternel que c'est comme le chef des éternels, si tu veux. C'est lui qui va communiquer avec les êtres célestes pour avoir leur mission, qu'est-ce qu'on doit faire, tout le kit. Mais dans le film, c'est pas le cas. Le premier éternel, c'est Ajak, qui est représenté par Salma Hayek. Fait que ça, c'est spécial aussi. Dans le film, ils ont changé. Premièrement, on a le premier super-héros homosexuel. Donc, c'est quand même. C'est le fun de le dire, là, mais je veux dire. Mais tu sais, ce que j'ai lu aussi, là, ça. Ben, c'est ça. Ce que j'ai lu, moi, c'est que c'est ça, mais c'est pas forcé dans le but d'être dans le mode du temps. C'est fait parce que c'est ça que j'ai aimé. Dans le sens que il aurait pu te forcer. Je veux dire, on n'a rien contre ça, là, l'homosexualité, mais mettons, ce que j'avais moins aimé dans les Avengers Endgame, la bataille finale, c'était comme, admettons, toutes les femmes qui se mettent ensemble, puis c'est comme, on dirait tous les super-héros gars là, sont ailleurs aux toilettes, ou je sais pas quoi, puis là, il y a juste les femmes qui sont ensemble, qui apparaissent, puis ils disent, on s'en occupe, puis c'est comme, c'est forcé, là, mais forcé la note, là. Un peu comme dans Black Widow, on s'y attend, c'est une femme super-héros, oui, mais je veux dire, c'est pas obligé d'être autant forcé. Je veux dire, on le sait déjà là, que c'est la femme qui se bat. Là, en tout cas, dans Les Éternels, il vit en couple. Il a son mari, puis ils ont un fils. Puis
C'est la normalité des choses, puis c'est pas forcé du tout. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça. Puis, dans le fond, ce que j'ai aimé aussi, que normalement, j'aurais pas tant apprécié, mettons, qu'ils changent Captain America pour une femme, Que, oui, ça existe, une femme qui devient Captain America, mais admettons, le premier film de Captain America, s'il l'aurait fait en femme, ça n'aurait pas pogné, là, ça n'aurait pas marché parce que le personnage, c'est Steve Rogers, tu peux pas changer ça, tandis que là, dans Les Éternels, il y a des personnages comme Ajak, qui est le premier éternel. Tu as aussi un autre personnage qui s'appelle Maliki, Miniki, en tout cas. Un personnage que c'est des hommes dans les BD, mais que c'est des actrices qui interprètent dans le film. Puis, tu sais, ça change rien, là, je veux dire, dans le sens que c'est pas... Parce que les Éternels aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des êtres génétiquement modifiés, là, c'est comme des intelligences artificielles, si tu veux, fait que c'est pas des êtres vivants, c'est plus facile, on dirait, changer leur sexe, parce qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment à... c'est sûr, Icaris, s'il l'aurait fait en femme, ça aurait été bizarre, parce que Icaris, il y a une relation avec Cersei, qui est un autre éternel. Là. Cersei, qui est jouée par Gemma Chan, une actrice que je connaissais pas, puis que j'ai vraiment aimé. Pour vrai, c'est... Elle, sa carrière est partie, là, parce que c'est un critique de rôle qu'elle avait, puis elle l'a très bien joué, puis le film en tant que tel propose un nouveau style au film de super-héros. C'est pas un film, je sais pas si tu as vu les mauvaises critiques. Moi, j'ai vu aucune mauvaise critique d'Éternel, mais à ce qui paraît, il a reçu des mauvaises critiques. Dans le sens que... Probablement que les fans, ça doit diviser un peu parce que ça doit être un peu différent de ce qu'ils sont habitués, mettons. Ben, tu vois, ce qui est drôle, là, c'est que moi, mettons, sur les réseaux sociaux que je suis, les fans, pour vrai, 90% des gens ont adoré ça. Là. Il y en a, c'est sûr, ils vont dire « Ah, c'est plate, il y a juste du parlage, c'est long. » Puis... Mais tu sais, la plupart des gens adorent ça, ils capotent. Puis ce que j'ai vu, dans le fond, ce que j'ai lu, c'est que c'est des critiques vraiment de films là, qui ont dit « Ah, c'est... » Tu sais, mettons, tu t'en vas sur cinoche.com, je regarde des fois les critiques, là, mais je me fie jamais aux critiques qui sont là. Mais... C'est pas le site le plus pertinent non plus. Ben non, c'est sûr que non, tu sais, mais je lis, admettons, ce que le critique a écrit, puis il donne une note de 2,5 sur 5. Mais c'est comme, il dit « Ah, c'était une belle occasion de faire du nouveau avec Marvel, mais ils n'ont pas été assez loin dans ce qu'ils projetaient de faire. » Puis là, tu dis ça, t'es comme... Je sais pas si on a vu le même film, parce que pour vrai, je pense pas comment ils auraient pu aller aussi loin, plus loin encore que ce qu'ils ont été. Parce que pour vrai, c'est un film de 2h36, ce qui le rend au deuxième grade du film le plus long dans l'univers du MCU. C'est quand même pas rien parce que quand tu regardes un film, mettons, de Spider-Man, tu le sais qu'il va y avoir de l'action tout au long du film. Fait que le film, là, il passe super vite, puis tu regardes pas l'heure. Les Éternels, là, c'est... Tu le sais là, qu'il va y avoir de l'explication dans le film parce que c'est une histoire extrêmement complexe, si je peux dire. Là. Puis il y a beaucoup de personnages. Là. Au départ, ils sont 10 éternels. Fait que, un film d'une heure et demie, ça n'aurait pas passé là, pour ce genre de film-là, de scénario-là. C'est pas pour rien que Avengers Endgame, il dure 3 heures. C'est parce que on prend beaucoup de temps pour chaque personnage principal, si on veut, là. D'explorer un peu plus leur subconscient, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis les Éternels, ils ont très bien fait de le faire aussi long parce que tu découvres chacun des Éternels, puis ce qu'il vit en dedans de lui, puis ce qu'il ressent aussi. C'est un film qui, comme je te disais, c'est très proche des films d'auteur, dans le sens que ça parle, les thèmes principaux, c'est la famille, l'amitié, l'amour, on parle de trahison, on parle de mensonges, on parle de violence plus psychologique que violence physique. Puis c'est ça que j'ai vraiment trippé dans le film, c'est que c'est pas, mettons, ça aurait pu vraiment se diriger vers un film plus poétique, c'est long parce que là, c'est des longs plans, plus un peu à la manière de Denis Villeneuve. En même temps, ça reste un Marvel aussi, puis tu veux pas faire chier ton public, là, je comprends. Exact. Faut que tu restes à l'affût parce que c'est des fans qui attendent quand même.
de voir quand même du Marvel. Il faut que tu gardes ça. Puis le film, pour vrai, il dure 2 heures et demie. Là, j'ai même pas regardé. Je regarde jamais mon sel, mais je veux dire, j'ai pas regardé ma montre là, dans le sens que je me suis pas dit à un moment donné, hey, c'est long, il va-tu se passer de quoi? Oui, il y a beaucoup de parlage, mais c'est de l'explication, puis c'est de l'explication utile à l'histoire, parce qu'on découvre une nouvelle race de héros, on découvre une nouvelle famille. Puis je trouve ça important de vraiment bien développer chacun des personnages. Puis comme je te disais, ça descend de la mythologie grecque, fait que c'est d'autant plus. C'est sûr, si tu connais pas pantoute la mythologie grecque, tu t'en fous que Cersei, ben, elle est descendante d'une Athénienne qui faisait de la sorcellerie chez elle. C'est pas. C'est pas grave si tu sais pas qui Caris il s'est brûlé au soleil, mais à un moment donné, ils font un petit. Pas un hommage, mais ils expliquent un peu, hey, tu essaieras de ne pas voler trop près du soleil. Dans le sens que brûle-toi pas les ailes comme le personnage légendaire. Ça peut être intéressant dans la mesure où ce que ça amène les gens à aller chercher plus loin, puis ça, c'est bon en général. Ben oui, c'est sûr. Je connais très bien ma mythologie, mais j'ai quand même fait des recherches par après parce que j'étais curieux de OK, ce personnage-là, il est quoi par rapport à telle personne légendaire de la mythologie. Puis, c'est ça, j'ai très bien aimé la façon dont on nous présente justement cette histoire-là parce que elle est. C'est quand même un bon jeu de mots là, parce que dans le film, les méchants, c'est les déviants. Puis je trouve que le film, il dévie un peu de l'histoire originale des BD parce qu'il y a des personnages bons, super-héros, que dans le film, ils deviennent méchants. Ben, méchants dans le sens que ça devient un peu la figure vilaine du film par leur croyance, par leur pensée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des êtres qui ont tout le temps vécu, depuis la nuit des temps. Là, ils vivent juste pour servir leur Dieu, qui est les êtres célestes. Puis à un moment donné, ils s'ouvrent les yeux sur le fait que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. T'sais. Ils veulent vivre leur propre vie. Ils veulent avoir leur propre femme, mari, enfant. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, dans le sens que ils s'ouvrent les yeux sur le fait que c'est juste des marionnettes. Puis là, ils ont la chance de gérer leur propre vie par eux-mêmes. Puis ils veulent prendre cette chance-là, mais il y en a d'autres de la famille qui, eux, sont très proches de leur Dieu puis de leurs croyances. Fait qu'ils veulent continuer, eux, à faire leur mission, dans le fond, à propager, si tu veux, la paix avec les êtres célestes puis leur monde à eux, tu sais. Mais là, c'est là que la trahison commence, puis que c'est là que les mensonges commencent, puis que l'esprit familial un peu tombe à l'eau, tu sais, puis les amitiés sont détruites, tu sais. Mais c'est vraiment bon, pour vrai, à ce moment-là, c'est là que tu te dis, OK, j'ai pas attendu, admettons, 2 heures pour rien, tu sais. Là, c'est attendu dans le sens que, tu sais, à un moment donné, ça va exploser, là, parce qu'ils s'entendent trop bien, mais c'est par mes yeux à moi, j'ai vraiment aimé ça, voir ce type de scénario-là dans une production qui est plus film familial. Le MCU, on le considère comme des films plus pour la famille, les Marvel. C'est des enfants qui écoutent ça. Ben, c'est non, pour tout le monde, c'est ça. Tu regardes Les Éternels, c'est un film de super-héros pour adultes. C'est pas comme un Deadpool, ça sac pas, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de il y a une scène de sexe qui est. Je pense que c'est la première scène de sexe qu'on a là, dans le MCU, mais on ne voit rien, là, mais c'est une scène poétique qui raconte l'amour de deux êtres qui n'ont pas d'émotion vraiment parce que c'est des êtres génétiquement modifiés, mais ça, tu le sais plus tard. Fait que, là, pour le moment présent, c'est le fun parce que là, ils font l'amour dans le sable. Bref, je ne veux pas trop en dire, mais c'est un film qui plaira à tout le monde parce que tu as tellement de sujets dans le film, tu as tellement tu voyages partout. Là. Les Éternels, comme je t'ai dit, ils vivent depuis la nuit des temps. Fait ils ont fait toutes les guerres. Ils ont sauvé des peuples de l'année 1600 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ. Fait
sont là depuis le début, là. Fait que tu voyages à travers leurs pensées. Aussi parce qu'ils se commémorent qu'est-ce qu'ils se sont... Ouais, vas-y. Tu sais, ce que tu dis, on dirait que ça me fait penser un peu à la vibe Watchmen, comment les personnages ont des relations entre eux, puis c'est un peu comme de même. Ouais, c'est moins dark que Watchmen, on va te le dire, mais c'est la relation, justement, tu l'as bien dit, la relation entre eux est très bien figurée dans le film. Puis, c'est l'esprit de famille, mais c'est parce que ce qui est le fun aussi, comme dans Watchmen, on voit on commence avec le après, ben, le présent, puis on découvre le passé, qu'est-ce qu'ils étaient avant, puis qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout séparés, admettons. Si on parle du film là, en soi, on voit des bouts du passé qui sont tous ensemble, les super-héros dans Watchmen, ils sourient, ils prennent des photos, ils font le bien ensemble. Puis tu vois dans le présent qu'ils sont tous dispersés, il y en a qui sont en prison, en tout cas. Puis dans Les Éternels, c'est un peu le même mood, dans le sens que tu pars, sauf que là, le film, tu pars dans le passé, la création et tout, puis durant le film, ben là, t'es rendu à aujourd'hui, là, à notre époque. Là. Fait que, ben, après Avengers Endgames, parce qu'il parle quand même un peu de... Mais ça, je vais en reparler après, là. Mais c'est comme, ça se passe dans le présent, mais à fur et à mesure que le film avance, on voit des bouts du passé, puis dans le fond, les bouts importants de leur vie quand ils étaient toute la famille ensemble. Parce que tu vois des bouts joyeux, des mariages, à tous les coins de la planète. Là. Puis tu vois aussi des bouts où ce qui a été plus ce que je peux appeler peut-être des fractures dans leur famille. Des bouts où est-ce que c'est là que ça se décide, on se sépare parce que ça ne marche plus. Nos pensées ne sont plus les mêmes. Fait que moi, je m'en vais. T'en as un personnage que c'est. Je connais pas le nom de l'acteur, mais c'est celui qui joue dans The Sacred Deer, le jeune. Là. Il joue aussi dans The Green Knight. Il fait Barry Keoghan. Ouais, je connais pas son nom. Ça Barry doit être Keoghan, c'est ça. le petit brun, là. Ben lui, là, Martin, là, lui qui fait la malédiction, là. Ou le petit gars. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Barry Keoghan, c'est ça. OK. Ben lui, dans le film Les Éternels, il joue Druide. Druide, c'est un personnage. J'ai pas fait tant de recherches sur lui, là, le nom, qu'est-ce que ça voudrait dire peut-être dans la mythologie, mais il est plus affilié à Hadès, aux êtres un peu plus sceptiques, aux êtres qui sont un peu plus sombres. Puis dans le film, son pouvoir, c'est de contrôler les esprits. Donc, c'est très télékinétique. Fait que lui, il plonge aussi dans l'esprit des humains. Fait qu'il sait toute la... Ils ont vécu toutes les guerres. Fait qu'il sait la rage que les humains ont entre eux. Puis, il connaît la souffrance aussi. Fait que c'est un personnage un peu plus à part de la gang. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, là, c'est d'explorer chacun des personnages. Leur pouvoir aussi, ce qui m'a surpris aussi, ce qui m'a tapé à l'œil, parce que moi, je connais quand même les comics dans le sens que je sais c'était quoi leur pouvoir puis qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Mais dans le film, les Éternels, ils ont pas mal tous les mêmes pouvoirs. C'est pas tout le monde qui sait voler, mais il y en a beaucoup qui sait voler, puis qui savent lancer des boules cosmiques avec leurs mains, de l'énergie là, cosmique. Mais dans le film, ils ont vraiment fait exprès de donner à chacun leur propre pouvoir, que c'est les seuls à avoir. Dans le sens que, admettons, Icaris, c'est le seul qui vole. Puis c'est le seul qui lance aussi des lasers avec ses yeux, t'sais. Mais dans le comics, Icaris, il est capable de lire dans les pensées, il est capable de... Il est surhumain. Ils sont tous surhumains, là, dans le sens qu'ils vivent pour toujours, là, mais dans le sens... il n'a pas la même force que Galgamesh, t'sais. Tandis que dans le comics, il est super fort, aussi. Il peut aussi se guérir lui-même. Mais dans le film, c'est Ajak qui est capable de les guérir. Puis, ils ne peuvent pas se guérir eux-mêmes. Mais à fur et à mesure que le film avance, puis tu sens l'évolution de leur pouvoir aussi. À partir du moment où ils décident qu'ils s'ouvrent les yeux, puis ils veulent juste vivre par eux-mêmes, ils se découvrent leur pouvoir. Fait que c'est l'évolution, c'est comme l'évolution de toute chose, mais là, ça commence au moment où tu t'ouvres les yeux, puis tu as lâché la laisse qui tient, puis c'est beau à voir aussi là, à travers le film. Là, c'est pas, mettons, quelque chose qui est dit là, comme
sais, c'est pas, mettons, un personnage qui dit « Hey, on a ouvert nos yeux, on peut évoluer nos pouvoirs. » Ça se fait vraiment comme subtilement, puis c'est vraiment bien fait, je trouve. Parce que c'est pas tout le monde qui a découvert ça, je suis sûr, hein, mais moi, j'ai l'œil, man, j'ai l'œil. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé ça, cette attention-là particulière, là, que comme ils ont tous leurs pouvoirs différents, mais quand ils commencent à évoluer, c'est là que. Puis tu sais, dans le prochain aussi, j'espère qu'il va y avoir une suite. Parce que ça nous laisse aussi avec une suite. Là, mais... Ok, c'est ça. C'est pas comme la genèse de quelque chose qui mène à autre chose. Ça va être comme. Il y a ça, puis après ça, ça va suivre autre chose avec les mêmes personnages. Genre. Oui, ben, tu vois, là, ils partent, comme je te disais, là, ils partent la phase 4. Parce que le film, t'es pas obligé d'avoir vu les 25 films avant pour voir ce film-là. Mais il en parle, là, c'est sûr, il parle de ce qui se passe dans le dernier Avengers, là, que c'est comme la fin du monde quasiment. Là. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'en parler, mais c'est vraiment une nouvelle phase qui commence, une nouvelle aventure, puis t'es pas obligé d'avoir vu tous les autres films pour voir ce film-là. Toi qui connais pas tous les autres Avengers, tu vas comprendre, même si t'as pas vu les 20 films. Mais ça laisse, c'est sûr qu'à la fin, ça laisse une histoire qui n'est pas finie. Là. Ça continue, puis il va y en avoir d'autres, c'est sûr. Puis tu as un personnage qui est un humain, là, c'est justement celui qui fait Jon Snow dans Game of Thrones, Kit Harington, qui joue un humain, mais qui a des habiletés. En tout cas, ça, c'est secret quand même. Là. On ne le sait pas encore, mais ça finit comme il va y en avoir d'autres. Je ne veux pas rien dire de spoiler, mais c'est un personnage, il est bon ou mauvais, on ne le sait pas, mais moi je le sais, là, mais c'est. Il meurt peut-être dans ce film-là, on le sait pas. Non, mais juste. En tout cas, je dis rien, je veux pas spoiler le film, mais c'est un critique de bon film. Je vous en parle pas plus. Puis, ouais, vas-y, Ben. J'ai comme 2 questions. Ok, mais ça va-tu me faire spoiler le film? Non. Ok, cool. Première question, je sais que Chloé Zhao, elle a une fascination pour Terrence Malick. Est-ce que ça serait ça? Je pense que j'ai lu, il y a comme une genre de séquence de genèse du monde qui ressemble à Tree of Life, mais je sais pas. Ouais. Oui, ça ressemble. Maintenant que tu en parles, je ne savais pas qu'elle avait une fascination pour Terrence Malick. C'est une belle fascination. J'en ai une aussi pour Terrence Malick. C'est un Christy de réalisateur. Puis, je me rappelle pas de la genèse, mais je me rappelle que les plans de vue sont écœurants. Les plans de différents endroits sur Terre, là, puis la planète. Puis, la bataille finale aussi n'est pas comme toutes les batailles qu'on a vues dans le MCU. C'est vraiment. Tu sens qu'il n'y a pas juste des effets spéciaux dans le film. Là. Tu sens que c'est pas juste. On parlait tantôt qu'aujourd'hui, les caméras faisaient tout. Tu sens que c'est vraiment comme du mouvement du cinéaste qui a voulu prendre le temps de faire le mouvement. Puis, c'est des batailles. Il y a des effets spéciaux dans ces images-là, mais c'est vraiment bien filmé. Puis j'ai vraiment aimé ça. Les scènes de combat sont exceptionnelles. T'as les scènes aussi de quand tu découvres un nouveau lieu, ça t'emporte vraiment dans ce lieu-là. Je sais pas si tu comprends, là, c'est comme tu t'imprègnes vraiment de l'image qui est montrée parce que t'es vraiment comme c'est vraiment. Mettons, on arrive dans une jungle amazonienne, puis tu rentres vraiment dans la jungle. C'est filmé près, puis c'est peut-être ça aussi qui fait référence à Malick, dans le sens que Terrence Malick, quand il filme la nature ou il filme quelque chose, il filme vraiment de près ou en s'avançant vraiment lentement, puis tu sens ça dans ce film-là que Chloé Zhao, elle a vraiment pris le temps de nous diriger vers cet endroit-là où est-ce que les personnages ils vont, ils se rendent. C'est vraiment bon. Ma deuxième Moi, question. J'ai vraiment aimé ce film-là. Deuxième question. Ouais, vas-y. Je vais être méprisant. C'est-tu rafraîchissant de rentrer des vrais cinéastes dans cet univers-là? Ça y est! Ça y est! C'est qu'on. Ouais, on est à terre, on rentre, c'est un coup de batte dans la gueule. Ah ouais, on l'achève! On l'achève! Non, mais tu sais, j'imagine que, tu sais, genre un Joss Whedon pourrait pas faire un film comme ça, j'imagine, tu sais. Non. Non, parce que c'est pas. Je pense que oui. Pour être honnête, c'est rafraîchissant. C'est vraiment rafraîchissant. Puis c'est bien aussi d'avoir du nouveau dans le.
sais, parce que tu regardes Shang-Chi, là, c'était écœurant le film. J'ai vraiment aimé ça. Mais le réalisateur, tu me demandes c'est qui, je ne sais pas. Là. J'ai pas été voir c'était qui le réalisateur, puis ça n'a pas de lien non plus avec le film parce que ce qu'on voulait voir, c'était, c'était le nouveau personnage, puis les dragons, puis tout. C'était les effets spéciaux avant tout. Tandis que les Éternels, vu que c'est une réalisatrice qui est déjà récipiendaire d'un Oscar, tu te dis, OK, bon, OK, t'as deux clans. T'as le clan qui dit, OK, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, parce que j'ai hâte de voir sa technique à elle, s'approprier ce film-là. Puis t'as l'autre clan qui se dit, bon, ça va être plate, une fille qui gagne des Oscars, qui fait des films d'auteur, elle va faire un film de super-héros, aïe aïe. Mais tu sens, oui, c'est rafraîchissant parce que c'est une nouvelle méthode de filmer les choses. Ben dans le sens, dans l'univers du MCU, c'est nouveau. Puis d'un autre côté, tu te dis, Disney a quand même accepté ce film-là dans le sens que Disney, MCU, a quand même permis que ça se fasse. Fait que tu te dis, ils sont prêts à du changement, ils sont prêts à faire quelque chose de nouveau parce qu'ils savent qu'après 25 films, tu peux pas garder la même formule, les mêmes effets spéciaux, les mêmes plans. Puis, tu sais, peu importe les critiques que Les Éternels ont eues, c'est quand même un critique film, puis plusieurs fans le mettent dans leur top 5 des meilleurs MCU, des meilleurs films de Marvel jusqu'à maintenant. Moi, pour vrai, je le mettrais peut-être dans mon top 10, peut-être pas le top 5. On y pense. Mais j'ai hâte de voir vraiment la suite, puis qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va engendrer dans les prochains films. Tu sais, mettons, le prochain film de Marvel, c'est Spider-Man, No Way Home. Je l'attends en tabarouette, ce film-là. Je vais être stressé en montadine dans le cinéma. Mais je l'attends pourquoi? Certainement pas pour le réalisateur, là, John Watts. Là. Non, c'est pas pour lui que je l'attends. Je l'attends parce que Maguire, tabarnache, s'il n'est pas dans le film, il y a beaucoup de veines qui vont exploser. Mais déjà qu'il y ait Dark Ock puis le retour de Willem Dafoe en Green Goblins, c'est écœurant. T'sais. Mais le film, on va pas le voir pour Spider-Man ou pour Tom Holland ou pour Doctor Strange. On y va vraiment pour savoir, OK, qu'est-ce qu'il nous réserve dans ce film-là. Tandis que là, Les Éternels 2, m'a l'attendre pour vraiment voir qu'est-ce qu'il nous offre de plus dans cette technique-là fascinante de faire un film de Marvel. Puis j'espère beaucoup les prochains films, comme parce que je sais que Thor 4, c'est filmé par... Taika Waititi encore? Oui, okay. Encore lui. Fait que tu sais que ça va ressembler aux 3, Ragnarok. Tu as, admettons, Black Panther 2, que tu sais que ça va avoir un gros hommage à Chadwick Boseman, puis que ça va peut-être plus se diriger vers le vilain de l'histoire qui va être Namor. Namor, qui est un peu le Aquaman de Marvel, mais que c'est un vilain. C'est un Atlante. Puis, je trouve dans les prochains films annoncés, comme Blade, qui est un nouveau film de Blade là, avec Mahershala Ali. Il va jouer Blade? Oui, il va jouer Blade. Puis, pour vrai, j'aimerais ça un Blade qui est un peu plus du style éternel. Dans le sens que là, je suis en train de te dire que les prochains films, ça va être du déjà vu. Les Gardiens de la Galaxie, ça va être la même technique de James Gunn. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut parce que ça a fait un succès. Thor 4, je l'attends. Le 3, pour vrai, c'est le meilleur Thor qu'ils ont fait. Parce que les deux premiers étaient un peu plates. Mais Thor 4, on l'attend. C'est leur style. Mais pour vrai, j'attends, mettons, plus des nouveaux personnages à rentrer dans l'univers. Comme les Éternels, c'est un nouveau, puis c'est rafraîchissant. Parce que ça aurait pu être vraiment un film désuet là, qui dure 2 heures, puis on vous présente les Éternels, ils ont des super pouvoirs, puis ils protègent la Terre des déviants. OK, mais c'est du pareil au même, c'est comme un gardien de la galaxie, mais éternel, c'est pas... Il n'y a rien à se mettre sous la dent, tandis que là, tu as vraiment comme une histoire très complexe qui est très bien expliquée, puis des personnages aussi qui sont complexes dans leur manière d'être, dans leur manière d'évoluer
avec les êtres humains, tu sais. Ça. Mais je te conseille pour vrai, Ben. Ah, ben ça m'intéresse pour vrai, vraiment. Tu vas Vraiment. capoter. Puis tout ça pour dire que c'est ça, des nouveaux personnages dans l'univers comme Blade, ou même les X-Men. Les X-Men, pour vrai, ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur parce que je veux pas que ça tombe justement dans le forçage de. Il y a des X-Men homosexuels, il y a des. T'sais, non, mais tu sais. C'est quasiment déjà ça sans l'être. Là, Exact. Fait que, tu sais, faut pas que ce soit dans le forcé de comme. Ouais, les X-Men, ils ont tous leur pouvoir, puis ils s'acceptent pas, puis. Tu sais, c'est déjà ça, l'acceptation de ses pouvoirs, tu sais, d'être mutant. Mais j'aimerais ça que ça soit pris par justement un réalisateur qui a de quoi à présenter à travers ça. Mais tu sais, moi, il n'y a rien que j'attends plus que genre un Star Wars film d'auteur à la Green Knight. Là. Ça serait malade mental. Oui. Ben, tu vois, c'était qui? C'était, je pense que c'est Chloé Zhao, justement, qui est en négociation pour faire un Star Wars qui serait produit par Kevin Feige, qui est le président du MCU. Fait que ça pourrait être intéressant. On check ça. Parce que là, il y a Patty Jenkins, qu'elle a fait Wonder Woman. Elle travaillait sur un Rogue Squadrons, un film de Star Wars qui est plus comme sur l'élite de Rogues. Puis finalement, le projet est à l'eau où il est comme arrêté. Là, fait que je sais pas où ça s'en va. En tout cas, c'est à suivre, ça va être excitant. Ça. C'est à suivre, Benz. Sur un autre revers de la main, j'ai écouté, c'est un peu plus décevant, par exemple, cette critique-là. J'ai écouté la série Loki sur Disney+. J'ai pas beaucoup de temps pour écouter Disney+, mais quand j'en ai, j'écoute... Tu l'as-tu Disney+, ou c'est j'entends mal? J'ai Disney+. Non, j'ai Disney+. Shit. Je l'ai pris surtout pour The Mandalorian, puis la série Hawkeye qui s'en vient, parce que j'ai... Obi-Wan. Ouais, Obi-Wan, ça s'en vient, là, mais c'est pas tout de suite. Mais tu sais, il y a le livre de Boba Fett. Mettons, je suis curieux de savoir c'est quoi. Mais aussi pour les séries Marvel que j'ai pas écouté encore. Mais tu sais, t'es pas obligé d'écouter les séries pour écouter les nouveaux films. Peut-être que ce serait bien avant que le Captain America 4 sorte, mais c'est parce que t'as une série sur WandaVision. Ça a l'air bon, ça a l'air bon, puis les critiques sont bonnes. J'ai pas encore commencé parce que je suis l'ordre chronologique, là, qu'il paraît que c'est Loki, Falcon and the Winter Soldier, puis WandaVision. Fait que là, j'ai écouté Loki. Autant j'aime Loki, là, autant j'ai trouvé ça plate comme série. Parce que pour vrai, ça servait à rien. Ça sert juste à faire prolonger son personnage, dans le fond, là, parce que Loki est censé être mort. Dans l'univers du MCU, il est mort. Puis dans Endgames, le Loki du passé arrive à s'enfuir grâce au Tesseract. Fait qu'il s'enfuit dans un autre univers. Puis là, c'est la TVA. Là. C'est ceux qui sont les gardiens les gardiens de l'univers, si on veut, là, qui vont rechercher les anachronites qui sont pas dans les bons univers, qui ont joué avec l'univers parallèle, le multivers, si tu veux. Là. Puis ils s'en vont chercher ces personnes-là, puis ils s'en vont les mettre en prison, si tu veux, dans leur prison du multivers. Là. Puis c'est Owen Wilson. Une chance qu'il est là. Il rajoute pas mal de charisme à la série. Quand il est là, c'est tout le temps drôle. Puis c'est vraiment un bon personnage avec sa petite moustache. Puis le TVA, ça existe depuis des centaines d'années. Fait qu'ils vivent encore dans les années 50, si tu veux. Mais c'est une planète qui est quand même dans l'univers, là, qui est quand même dans un autre monde parallèle, mais ils ont toutes comme des années 50. Puis c'est drôle, c'est le fun. Mais la série en tant que telle est vraiment longue. T'as comme pas de réponse avant les 3 premiers épisodes. Puis c'est comme... C'est Loki qui rencontre d'autres Loki, puis ils forment un tout pour sauver, si tu veux, le multivers des Loki. Là, mais je pourrais pas tout t'expliquer, Ben. Ça finit comme... Il va en avoir une 2e saison, mais c'était pas fameux pour vrai. Mais ça n'a pas rapport avec l'univers en général de MCU. Là. C'est juste une série de même. Non, là. pas du tout. C'est parce que c'est un Loki du passé.
qui déroge de sa ligne droite, qui Ok. était censé mourir, si tu veux, dans Infinity War. Fait que Owen Wilson, il l'interroge, puis il montre qu'est-ce qui est censé arriver à lui-même. Mais là, c'est parce que le fait que ce Loki-là du passé ait changé son futur, ça crée un être anacronyme qui devient, dans le fond, si tu veux, un criminel du multivers. Là. Il n'est pas censé exister. Mais il y en a plein des Loki qui ne sont pas censés exister. Fait qu'il travaille, si tu veux, avec Owen Wilson pour aller rechercher ces anacronymes-là. Ok. Mais tu sais, c'est comme. Il y a pas mal de parlage. Puis tu sens que c'est comme une série qui est faite juste pour voir encore plus de ce personnage-là. Tu sais, il n'y a rien vraiment de nouveau. J'ai commencé la série Falcon and the Winter Soldier. C'est avec Déjà, Georges Saint-Pierre. Es-tu de retour, Georges Saint-Pierre? Ben, on le voit dans le premier épisode, mais il parle québécois, mais c'est censé être un français. Là, mais ça parle québécois, c'est drôle. Mais le gars, il n'a aucune technique de langage française. Là, il est comme, moi y aller. C'est juste en québécois, il parle vraiment bizarre aussi. Oui, ben c'est ça. C'est comme un Québécois qui est mélangé avec l'anglais. Là, t'es comme, OK, c'est un boxeur, ce gars-là. Il est fait de la UFC. Mais c'est le fun de le revoir parce que tu l'as vu. C'est un personnage que tu as vu dans Captain America. Fait que il se bat avec le Faucon. Fait que c'est. Déjà, j'ai écouté les 2 premiers épisodes, puis déjà, je m'amuse plus que dans Loki. Puis je trouve ça dommage, parce que Loki, c'est un personnage que j'adore, puis Tom Hiddleston, il l'a très bien personnifié là, dans l'univers du MCU, mais j'ai trouvé la série un peu forcée sur « Ah, je suis Loki, je vais être drôle, je vais faire des tours. » Je trouvais ça dommage un peu. Puis les effets spéciaux, c'est bon, mais tu sens que c'est comme... Ils ont mis un peu moins de budget dans le sens que il y a pas mal d'effets spéciaux. Dans Loki, tu voyages à travers planète puis planète, mais est-ce que ça a coupé? Non, je t'entends. OK. Parce qu'il me reste 20% de batterie. Ah! Mais bref, le Falcon and the Winter Soldier, déjà là, tu rentres dans l'action, puis c'est après l'événement que Captain America il est mort, il est rendu vieux, puis il est mort de vieillesse. Puis tu as comme toute la trame un peu la force que le Faucon n'a pas de prendre le flambeau de Captain America. Puis c'est comme toute ce qui est pesant de Captain America sur les épaules des nouveaux super-héros. Fait que c'est comme, OK, il n'y a personne qui peut remplacer Captain America. Fait que je ne le prendrai pas son bouclier. Puis finalement, le gouvernement fuck tout. Puis je sens déjà qu'il va y avoir plus une histoire élaborée dans cette série-là. Comme un peu WandaVision. J'ai pas écouté la série, mais juste de voir l'annonce, tu sens que ça va être déjanté, parce que c'est très psychologique comme série. C'est Wanda qui est vraiment dans sa tête puis qui repense à son amoureux. Puis ça va être très, très farfelu, j'ai l'impression. L'esthétique a l'air intéressant aussi. La vieille télé, Ouais. comme peut-être. Ça a l'air cool. Ouais. Puis moi, je te disais, j'attends la série Hawkeye. Oh oui, de Jerry Renner, c'est ça? Ouais, c'est Okay. c'est l'archer là, dans les Avengers. Je l'attends beaucoup. Puis autant je l'attends parce que j'ai aimé son personnage dans le dernier Avengers, autant la bande-annonce, elle dit pas grand-chose parce que dans le fond, c'est le personnage qui va entraîner une nouvelle Hawkeye, si tu veux, là, une jeune fille. Mais c'est plus une histoire de Noël, ça sort proche de Noël. Fait que, c'est le temps de Noël, fait que, il se passe plein d'affaires, mais ce que j'ai hâte de voir, c'est si on va replonger dans ce que lui a vécu pendant les 5 ans que sa famille a disparu, à cause du blip qu'il appelle là, dans les Avengers Infinity War. C'est quand Thanos a claqué les doigts, puis la moitié de la population est morte. Ben, Hawkeye, lui, a perdu sa femme et ses 3 enfants. Puis depuis ce temps-là, pendant 5 ans, il est devenu le Ronin. Ça s'appelle le Ronin, son personnage. Puis il tuait tous les mafiosos, les gangsters. Puis il était rendu vraiment dark. Là. Puis dans le film, il est prêt à aller sauver le monde, aller dans le passé pour sauver sa famille. Fait que, j'ai hâte de voir si dans cette série-là, il va un peu revenir sur ces événements-là, puis ce qu'il a fait, parce qu'il s'en veut quand même d'avoir tué autant de gens là, pour rien, dans le fond. Là.
Bref, c'est ce qui conclut ça. Ça sera pas tout de suite parce que la série sort juste à fin novembre. Fait que ce sera pas au prochain podcast, Benz. Mais je vais peut-être finir de Falcon and the Winter Soldier. Je t'en parlerai. C'est intéressant. Intéressant. Okay. Qu'est-ce que tu regardes pour le. Ben, c'est un critique de podcast. J'ai aimé ça de parler des Éternels. Je sens que c'est peut-être le premier film de Marvel qui va vraiment t'intéresser. Parce que les gardiens, j'avais bien aimé ça. Rétroactivement, là, mais j'avais bien aimé ça. Oui, ben. Ben, tellement ça a l'air bon. Avengers, c'est moins ton trip, mais c'est aussi peut-être le fait que t'es moins dedans, t'es moins dans l'esprit de Hey, Iron Man, Captain America. Je l'ai regardé récemment, puis c'est pas de mauvaise foi. Là. J'avais le goût d'aimer ça. C'est ça. Je comprends ça, Ben. Mais les Éternels, tu vas vraiment aimer ça, puis je pense que ça va en surprendre plus d'un. Si jamais il y en a qui sont sceptiques, qui sont comme ouais, ça n'a pas l'air d'être un Marvel ou ouais, ça va être un Marvel, tu sais. Détrompez-vous, c'est autant pas l'un que c'est l'autre, dans le sens que c'est une belle combinaison avec des deux. Okay. Mais ça a l'air vraiment bon pour vrai, j'ai hâte de voir. Je le conseille à tous. C'est ça. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine, Benz? As-tu des films sur ta liste? Oui, vraiment. Zombieland 2 demain. Aïe, tabarouette. Samedi, je regarde La La Land à nouveau, parce que j'ai vraiment le goût. OK. T'as jamais vu La La Land, hein? J'ai jamais vu. Ça m'a jamais intéressé, en fait. Comme je t'ai dit, je suis moins comédie musicale, puis je sens que ça chante là-dedans. Je te dis, ce film-là, je l'attendais avec un bat. J'étais comme, j'aimerais pas ça, ça a l'air plate. Puis c'est un film que j'adore profondément. Là. Puis là, sur Netflix, tu veux voir, là, pour vrai, il faut vraiment que tu vois ça. Ryan Gosling et Emma Stone sont hallucinants. C'est vraiment beau. Genre, faut absolument que tu vois ça. J'ai failli l'acheter à un moment donné, mais je me suis dit, on dirait que c'est pas mon trip. Moi, je te dis, passe par-dessus, tu vas triper parce que ça chante pas tant que ça. T'sais. Ça chante un petit peu. Mais j'adore Ryan Gosling, puis j'adore Emma Stone, mais on dirait ça m'a jamais comme. Mais je te dis, passe par-dessus. Moi, je l'attendais avec un bat, ce film-là, puis ça m'a pris 2 ans de le regarder. Puis là, j'étais comme, j'espère que je vais l'aimer. Quel bat? Ton bat ou en bois ou en aluminium? Ok. J'allais dire quelque chose, mais t'as-tu pensé à autre chose, T'as-tu pensé à autre chose? Mais en passant, j'adore Emma Stone. Elle a confirmé qu'elle reviendrait dans Spider-Man No Way Home. Fait que, ouais? Ben, ça veut dire qu'ils vont tous revenir, c'est sûr. Là. C'est sûr, c'est sûr. Mon feeling, c'est qu'elle revient en Spider-Gwen. Ah ouais, ok. Fait que la femme de Spider-Man. Puis, mais pourquoi ils feraient revenir Emma Stone puis pas Andrew Garfield? Puis s'ils font venir l'autre, pourquoi ils feraient pas venir l'autre? Je te garantis, mon feeling, là, c'est qu'à la fin du film, il y a comme plein de Spider-Man de tous les multivers qui arrivent pour les aider. Puis comme, c'est plein de Spider-Man. C'est mon feeling. J'aimerais ça, mais je veux pas trop me faire d'attente parce que peut-être que ça sera pas ça. Mais bref. Bref, regarde La La Land parce que je sais que tu vas aimer ça. Moi, checker ça. Je vais le mettre sur ma liste. Il est sur Netflix. Puis, même si regarder ça pour la semaine prochaine. Je te dis, tu vas l'attendre avec un bat, là, tu vas dire j'espère que j'aimerais pas ça, puis tu vas être vraiment surpris. Je l'attends avec deux. Tu vas être surpris parce que c'est franchement excellent. Ben! Tu me surprends à chaque fois. C'est incroyable ce film-là, je te dis. Là. Puis je vais essayer peut-être d'acheter Ghost Dog. Ouais, je cherche pas Watch Dog parce que tu trouves pas bonne chose. C'est go. Ben, je vais te renvoyer le site si tu veux. Envoie-moi ça. Je pense que tu me l'as déjà envoyé. Ouais, mais je peux te le renvoyer si tu l'as perdu. Mais en tout cas. OK. Ouais, je perds sur mes clés. C'est pas intéressant. Mais sinon, moi, j'ai pas de films vraiment principaux. Les nouveautés au cinéma. Tu vas voir Clifford, le gros chien. Non, c'est ça. Mais pour vrai, enfant, j'adorais la série animée. T'as-tu déjà vu ça? Ouais, Bertrand. Ouais, j'adorais ça. Pour vrai, c'était vraiment bon. Puis je suis sûr que ça va être un bon film pour les jeunes, mais tu sais, j'irai pas voir ça au cinéma, je pense. Peut-être un mardi, tu sais. Je sais que c'est pas cher. Il y a quand même. Je sais pas si le film de Wes Anderson il joue proche de chez vous, mais c'est toujours ça, tu peux aller voir. Non, c'est ça, il joue pas proche, puis je pense pas y aller dans les prochains jours. Mais j'aimerais ça pour vrai aller le voir. Check ça. En tout cas. À la prochaine, Benz. À la prochaine. À la prochaine. On a des bons films à jaser, là. OK. Yes. Salut. Salut.